Bon matin, mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours 8. J'espère que ça va toujours bien. J'espère que la session se passe bien parce que là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Euh, J'espère que ça va bien, là, que j'ai essayé de vous séparer un petit peu les évaluations dans la session pour que ce soit pas trop lourd, hein, pour essayer de répartir ça, un petit peu de travail égal un petit peu tout le temps. Je parle de ça parce que vous avez la semaine prochaine à me remettre votre fichier vidéo pour l'oral 2, donc hein, votre sujet 2, comme on a fait depuis le début de la session. Donc, même affaire. Euh, mais il faut que je vous fasse quand même la petite mise en garde. Le premier, hein, le cours 9, normalement, serait le 1er avril ou le 2 avril, peu importe. C'est une journée fériée à cause de la longue fin de semaine de Pâques. Donc, le cours est reporté au mercredi 9, si je me souviens bien des dates exactes. Regardez l'échéancier que je vous ai mis dans le Léa. Je vous ai mis toutes les dates exactes dans ce document-là, dans les documents partagés. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je vais mettre le cours en ligne le vendredi, même si c'est un jour férié, même si c'est pas une journée où on aurait un cours. C'est un des rares avantages qu'on a avec le cours à distance. Je vais le prendre. Je vais vous mettre le cours le vendredi pareil, comme ça, si je connais pas vos horaires, je connais pas qu'est-ce qui est le plus facilitant pour vous. Vous aurez accès quand même au cours en ligne à ce moment-là. Mais ce que ça change, dans le fond, c'est cette remise de fichiers vidéo-là. C'est-à-dire que normalement en classe, hein, vous n'auriez pas de remise vidéo à faire. Je vous aurais demandé pour ceux qui sont à l'aise de faire un exposé oral traditionnel en avant de la classe. Ceux qui sont moins à l'aise auraient pu utiliser la version vidéo, mais vous l'auriez présenté en classe, vous n'auriez pas eu à me remettre le fichier d'avance. Là, malheureusement, la situation elle est escalée, donc on fait avec. Mais vous avez donc jusqu'au mercredi suivant, là où le cours est reporté officiellement, pour me remettre votre fichier vidéo. Évidemment, je respecte le calendrier du cégep, c'est normal. Mais s'il y en a qui veulent le remettre avant, encore une fois, je connais pas vos horaires, je connais pas vos contraintes personnelles. Sachez que moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous le remettez sur le Léa, donc il n'y a aucune incidence pour personne là, si vous êtes prêt d'avance. Euh, je m'excuse de ce petit travail supplémentaire-là, des fichiers vidéo. C'est une des raisons pourquoi j'ai essayé de répartir les évaluations tout au long de la session aussi, là, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gros blocs de travail. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous demande de remettre votre travail écrit du sujet 2 hein, qui vient avec votre oral 2, donc à la semaine 12, parce que je me suis dit comme ça vous permettait d'avoir les 2 dernières semaines de la session plus allégées au niveau de ce travail-là et de vous permettre de vous pencher sur les travaux que vous n'avez pas fait dans d'autres cours, si c'est le cas, mais dans la révision de vos examens, évidemment, de fin de session. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette formule-là pour cette session-ci. Euh, je ne l'ai pas redit depuis un certain temps, fait que je prends la peine de le redire également aujourd'hui. N'hésitez pas sérieusement à prendre des pauses de temps en temps. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, là, que ce soit dans ce cours-ci ou que ce soit dans d'autres cours. Via Teams, on s'est parlé de vive voix. Et un des commentaires qui est ressorti, c'est que ça va, l'ensemble de la population étudiante, ça va quand même bien avec le format que je vous ai proposé dans la vidéo là, pour mes différents cours dans mes différents établissements. Mais la seule chose, c'est que ça peut devenir lourd au niveau quantité d'informations, 2 heures. Je sais que je vous garoche beaucoup d'informations. Je suis comme ça, tout simplement. Je m'explique pas plus que ça. C'est ma façon d'enseigner à moi. Mais je vous rappelle donc que c'est important. Vous pouvez, vous devez, en fait, je vous conseille fortement de prendre des pauses de temps en temps. En classe, en présentiel, on aurait des breaks hein, à toutes les heures. Donc, pour se délier les jambes et le cerveau, je vous recommande de faire la même chose. Hein, c'est pas pour rien que je fais des bulles thématiques. Quand vous finissez une bulle, avant de commencer l'autre bulle, faites une petite pause, faites un 5-10 minutes de pause, juste ça pour se changer le focus, se changer, arrêter de toujours regarder un écran. Ça fait du bien aussi au cerveau, ça permet après d'être mieux concentré et de mieux intégrer l'information qui vient par la suite. Donc, je ne me répète pas à chaque cours pour ça. Vous êtes guérant, vous faites ce que vous voulez, mais je voulais le repréciser une dernière fois. Donc, voici pour mes petits messages d'intérêt généraux. Garder le focus sur le travail 2, c'est ça qui s'en vient, le morceau pour le cours ici. Et après ça, le dernier truc qui va vous rester à faire après le travail écrit, ce sera l'examen final. Donc, on est vraiment là, on achève même si on n'est pas encore rendu là. Ça s'en vient très vite. Petite remise en contexte, donc la semaine passée, on a vu vraiment là, l'esclavagisme aux États-Unis, la mise en place du système esclavagiste.
Là, je vais faire une espèce de petit saut dans le temps. C'est-à-dire que la fin de la guerre de sécession et tout ça, on est dans les années 1800. Là, je vais laisser un petit flou d'à peu près 50-60 ans. Je vais en parler un tout petit peu au début, mais très rapidement. Et je vais rapidement sauter dans le 20e siècle parce que il se passe énormément de choses dans le 20e siècle. Donc, j'ai fait ce choix-là. Pas parce qu'il se passe rien, pas du tout. Hein, au contraire, les violences sont très présentes envers les Noirs pendant les Afro-Américains. Je vais commencer à les appeler les Afro-Américains à ce moment-là. Si je commence à faire les détails de chaque lynchage, de chaque exécution publique, de chaque procès, on en a pour des milliers d'heures, là, malheureusement, parce que c'est excessivement présent. Donc, j'ai vraiment essayé de ressortir les éléments clés. Autre chose qui se passe aujourd'hui, là, en lien avec ça, j'ai mis donc la mise en place hein, de systèmes raciste, hein, là, raciste cette fois-là, la semaine passée aux États-Unis. De façon concrète, comment ça s'est établi comme système d'exploitation. Mais cette semaine, je voulais commencer avec les groupes réactionnaires. Donc, après la guerre de sécession, qu'est-ce qui se passe? On a des groupes de Blancs qui ont perdu tout leur pouvoir, qui ont perdu toute leur... officiellement, là, qui ont perdu leur emprise sur les esclaves noirs. Donc, on a des groupes qui se forment, entre autres le Ku Klux Klan, le KKK, en abrégé. J'aurais passé une demi-heure, 45 minutes là-dessus à peu près, mais il y a 4 personnes qui ont choisi ce sujet-là pour le travail d'eux. Donc je me suis dit que j'allais vous épargner un peu, ne pas entendre parler trop de ça, et aussi parce que je voulais pas donner tout cuit dans le bec à ceux qui font ce travail-là, alors que les autres n'auraient pas eu ce genre d'informations-là pour le faire. Donc quasiment toute ma première bulle, j'ai effacé toutes les informations qu'il y avait dedans. J'ai laissé les images. Vous n'avez pas d'informations vraiment. Les images vont peut-être vous aider, ceux qui travaillent là-dessus, mais ça m'étonnerait. C'est juste des choses pour exemplarifier ce que j'allais dire. Mais enfin bref, je ne veux pas répéter ça. Fait que vous vous sauvez d'à peu près une demi-heure, 45 minutes du cours aujourd'hui. Mais ça va paraître au cours 10 quand on va avoir les exposés oraux. Vous allez en entendre parler en masse de ce clan-là. Pourquoi je voulais en parler un petit peu plus en détail, puis pourquoi il y a autant de monde qui s'intéressait à ça. Hein, j'ai fait de la blague de vous traiter de raciste parce que vous aviez pris ce sujet-là la semaine passée. J'avais fait cette blague-là parce que moi-même, cette semaine, j'allais passer du temps là-dessus. Parce que c'est très documenté. Hein, on a beaucoup d'informations sur ce fameux Ku Klux Klan-là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi encore, vous allez le découvrir dans 2 semaines. Et c'est aussi très intéressant de voir les proportions que ce mouvement peut avoir pris. On a fait, dans votre tête, là, repenser à l'Allemagne nazie d'Hitler, le fait que des mouvements de violence, de racisme comme ça prennent des ampleurs gigantesques. Le Ku Klux Klan n'aura jamais un président du Ku Klux Klan à la tête des États-Unis, mais c'est des milliers et des millions de personnes qui vont adhérer à ce clan-là à travers le temps. Donc c'est impressionnant. Je vais essayer de ne pas juger, là, mais c'est incroyable de voir la mentalité, je vais rester poli, la mentalité des humains, à quel point ça peut aller partout. Bref, on aura encore une fois un beau débat, on aurait eu en classe suite à cette bulle-là. Malheureusement, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais c'est pour ça, là, tout à l'heure, je vais passer quelques photos rapidement. Je vais essayer de pas trop vous donner mal au cœur. Je vais vous avertir d'avance là, pour faire ce skip-là. Mais donc, le cours aujourd'hui va être un petit peu plus court, mais ça va retransparaître au cours 10 pour les minutes perdues aujourd'hui, entre parenthèses. Donc, je reviens dans ma mise en contexte. Là, je repars pour aujourd'hui. Vraiment, je plonge dans mon contenu du prédit d'aujourd'hui et dans mon contenu de cours. Donc, je vous remets en contexte. On est à la fin de la guerre de sécession. Les États du Nord, hein, les Yankees, ont gagné la guerre contre les États confédérés, les rednecks, que eux autres appellent du Sud. Et ça nous a amené donc les amendements hein, qui sont très discutables. J'ai fini avec ça la semaine passée. Sur la nouvelle situation des anciens esclaves aux États-Unis. Ça leur a donné leur liberté, mais ça leur a donné quasiment aucun droit, aucune reconnaissance. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais parlé du Ku Klux Klan. Là, il n'y a pas juste... Les esclaves les anciens esclaves sont dans une situation absolument pas le fun, là, parce qu'il n'y a rien pour les aider. Mais il y a aussi... Et là, il faut faire la part des choses. Hein. Les Blancs, ils perdent aussi. Les Blancs des États du Sud des États-Unis, ils perdent aussi. C'est-à-dire que toute leur économie, tout leur système social était basé sur le racisme, sur l'esclavagisme, parce que les champs de coton étaient exploités par des esclaves.
Oui, on a la machinerie qui va commencer à embarquer tout ça. Ils sont pas à plaindre, ils font pas réellement pitié, mais dans leur tête, dans leur conception, ils ont perdu littéralement quelque chose, ils ont été bafoués dans leur droit à l'exploitation de leur domaine. C'est aussi triste que ça. Pourquoi je le formule comme ça? Regardez, si j'y vais directement avec notre période de reconstruction, avant que je rentre dans le texte et tout ça, regardez la belle madame. Niggers, don't you wish you were white? Donc, le nègre, hein, là, le mot nègre est devenu péjoratif. C'est dans ce contexte-là, excusez-moi, que c'est devenu péjoratif. Donc, nègre, noir, hein, avoue que tu aurais voulu être blanc parce que ils font encore, avec le 13e amendement, le système carcéral, tout ça, je vous en ai parlé, ils font encore objet de disgrâce dans la société, dans le sud des États-Unis, excusez-moi. Les Blancs, le racisme est encore omniprésent. Je retourne dans ma diapo. Regardez là, ma madame. Regardez son air. Je ne sais pas ce que les gens vivent pour être aussi frustrés dans la vie. C'est assez incroyable. Je vais vous montrer quelques exemples de ça, quelques photos. On voit la haine et la violence dans les regards. La violence, pas forcément, mais la haine certainement. C'est assez incroyable. Et ce que je veux vous montrer aussi, pourquoi j'ai choisi cette photo-là, c'est à cause des deux petites filles que j'imagine sont les enfants de la madame qui est en avant-plan. C'est pas pour rien que je suis devenu prof. Je suis convaincu que l'éducation au sens large, j'inclus les parents là-dedans, ça fait toute la différence. L'étude de l'histoire me le prouve à chaque jour. On devient ce qu'on est éduqué. C'est-à-dire que si on te dit, il y a un barbu dans le ciel, il y a le paradis, il y a l'enfer, tu vas croire qu'il y a un barbu dans le ciel, il y a le paradis, il y a l'enfer. Si on te dit quand tu es petit, si tu te suicides pour la religion, tu vas aller au paradis, tu vas avoir 9 ou 12 vierges qui redeviennent par magie vierges à chaque jour pour le restant de l'éternité, tu vas devenir un mujahideen, puis tu vas devenir un terroriste parce que un kamikaze, parce que tu vas y croire. Même là, je ne vous donnerai pas des exemples de partout dans le monde. Je vous ai parlé de Huitzilopochtli, on en reparlera de l'Amérique du Sud et compagnie. Oui, on est le fruit de notre éducation. Imaginez ces deux petites filles-là qui sont éduquées par une mère qui s'affiche avec une pancarte là, assez drastiquement directe dans son propos raciste. Encore une fois, j'aurai cette conversation-là avec vous, mais est-ce qu'on peut les blâmer de devenir des racistes dans ces conditions-là? Oui, il y a l'esprit critique, mais il faut qu'on apprenne à avoir l'esprit critique. C'est ce que je vous répète souvent dans mes vidéos. Ça se développe, l'esprit critique. Si on ne t'apprend pas à poser des questions, tu ne te poses pas de questions, tu prends ce qu'on te dit pour du cash, surtout quand c'est tes parents. C'est très difficile d'ailleurs, l'adolescence. C'est pour ça que c'est une passe aussi difficile pour les parents. C'est parce que souvent les enfants commencent à remettre en question ce que les parents leur disent et ne prennent plus ça pour du cash. C'est ça qu'il faut apprendre à faire dans la vie pour toutes les sphères de notre vie. Mais vous voyez donc tout ce contexte-là, ils grandissent là-dedans, ces enfants-là. Est-ce qu'on peut les blâmer? Je pense qu'à un certain niveau, oui, là. Mais en tout cas, discussion qu'on aurait eue, je ne parle pas plus longtemps que ça là-dessus. Donc, je retourne dans ma phase de reconstruction. On est vraiment, donc, comme je vous l'ai dit, l'économie est ravagée par la fin de l'esclavagisme. La frustration populaire, vous le voyez avec ma photo, là, elle est vraiment très présente dans les États du Sud et ça va prendre donc 10 à 12 ans. Là, je vous ai mis des dates encore une fois comme à titre de repère pour reconstruire cette économie-là dans le Sud et surtout parce que les États du Nord donc, poussent pour l'unicité nationale. L'unité, le fait d'être un seul et grand pays pour que ce soit accepté par tout le monde. Donc, il va quand même y avoir une tentative d'intégration sociale des anciens esclaves de la part de certaines personnes, mais ce ne sera pas le cas de tous. Encore une fois, je vous fais référence à ma photo à côté. Dans ce contexte-là, vous le voyez avec la frustration, on va avoir l'apparition de nouveaux Black Codes. Je vous ai parlé le code noir de Colbert et de Louis XIV en France. Je vous avais dit que ça avait fait des petits, que les Américains s'en étaient inspirés, avaient créé leur propre Black Code, c'est ça que ça veut dire, là, cette expression-là, pendant le 18 et le 19e siècle. Mais en rendu au 20e siècle, ça existe encore, les Black Codes, et ça va aller même plus loin à la rigueur que ça a été avant.
Parce qu'avant, c'était accepté que les Noirs, c'était des esclaves fins. Là, les Black Codes vont vraiment servir à séparer la société en deux, à créer une société blanche et une société noire dans les États du Sud. Comment ils font ça? Ils vont faire donc ça pour restreindre le 13e amendement qui mettait fin à l'esclavage. Comment ils vont faire ça? Donc, ils vont avoir des contrats de travail, des certificats de travail pour dire, ben, tel employé noir, parce que maintenant c'est des employés, et il est vraiment associé à tel travailleur. Et pour vous dire à quel point ça va loin, si un noir décidait de briser ce contrat de travail-là, par exemple, donc, je sais pas, je donnerai pas d'exemple, je veux pas tomber dans le racisme, puis je veux pas que vous me prêtiez des propos, là, mais si donc tu dis, moi, mes conditions de travail me plaisent pas, mon patron, il est pas correct, pour rester poli encore une fois, je décide de partir, je veux aller habiter ailleurs, je veux changer de vie, peu importe c'est quoi ta raison, eh bien, un noir qui est sous certificat de travail, qui est sous certificat, sous contrat, s'il quitte son travail, il est obligé de rembourser son salaire annuel, son salaire de l'année au grand complet à son patron pour avoir le droit de quitter. On s'entend qu'il n'y a aucun employé blanc qui a besoin de faire ce genre de choses-là. C'est absolument incroyable. Mais ça fait partie des Black Codes. Et les Black Codes, c'est le gouvernement. Je vous l'ai dit, aux États-Unis, on a le pouvoir fédéral, Trump, Biden, Obama et compagnie, Lincoln, Washington à l'époque. On a ce pouvoir-là qui régit l'ensemble du pays, mais qui régit surtout la politique extérieure principalement. Les États, chaque État est indépendant. Donc, les États du Sud, l'Alabama, Kentucky, Tennessee, Texas, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, ainsi de suite, tous ces États-là que je vous ai montré la semaine passée, eh bien, ils vont faire des Black Codes, mais ils vont les faire localement dans leur État à eux, et ça va être la loi. Donc, les Noirs ne peuvent pas s'opposer à ça. On l'a vu avec les luttes sociales ouvrières. Si on s'unit et qu'on se bat, on finit par changer les choses. Je vais vous donner des exemples de ça avec les Noirs également, avec les Afro-Américains. On finit par changer les choses, mais c'est la loi. Donc, c'est accepté dans ces sociétés-là, surtout parce que ça redonne du pouvoir aux Blancs sur les populations afro-américaines. Donc, les Blancs vont s'arranger pour que ce soit appliqué. On retourne donc dans cette séparation-là des Black Codes. Pourquoi cette séparation vraiment, mais physique, hein? Regardez mon image, c'est ça que je veux dire par regarder la séparation des Noirs et des Blancs. Regardez mon image en dessous. Colored Waiting Room, donc salle d'attente pour les gens de couleur. C'est pour ça qu'on a notre personnage noir en dessous. Je vous ai dit que je faisais un saut dans le temps. Je trouvais cette image excessivement savoureuse. Pourquoi? Oui, parce qu'elle illustre la ségrégation, là, mais pas seulement ça. Regardez, juste en arrière, à gauche là, de l'image, complètement en arrière de notre personnage qui attend l'autobus ou le tramway, peu importe. Regardez les tableaux. Hein. Aujourd'hui, on a Éco-Vedette, on a des affaires de même. À l'époque, ils savaient True Story, histoire vraie. Hitler, Love Life, Revealed, donc la vie amoureuse d'Hitler révélée. Oui, ça faisait les manchettes à l'époque aux États-Unis. Vous le voyez par la même occasion, on a fait un petit saut dans le temps, on est dans les années 30, dans les années 40, à ce moment-là, 1930, 1940, mais c'est juste pour vous montrer hein, que plus ça change, plus c'est pareil. Avant qu'il déclare la guerre, oui, Hitler était un personnage politique international important, il avait quand même pris le pouvoir en Allemagne, et donc il faisait les tabloïds comme ça aux États-Unis, c'est assez... Ça permet de rappeler que c'est des humains à côté, hein, tout le côté gigantesque de la guerre et le fait qu'il ait tué des millions de personnes. On se rappelle que c'est un humain comme les autres, finalement, ce Hitler-là. Donc, je reviens à mes Black Codes, excusez-moi la petite parenthèse, mais je la trouvais quand même. C'est ça, la photo ne sert pas à ça, mais je trouve que c'est le petit truc, les petites informations comme ça que je trouve très intéressantes à percevoir. C'est la magie de la photo hein, qui nous laisse des témoignages comme ça du temps. Donc, les Black Codes vont vraiment servir à séparer la société, mais c'est pas encore de façon systémique. On met en place pour garder les avantages des Blancs, et là où ça va vraiment devenir out of control, là, ça va devenir vraiment disproportionné, ça va vraiment devenir au quotidien, c'est avec l'apparition de nouvelles lois, ce qui a été surnommé les lois Jim Crow. Jim Crow, je vais y venir là, à ma diapo juste après.
Le Jim Crow, en fait, c'est un personnage. Hein, c'est pas une vraie personne. Il s'appelait pas, il n'y avait pas le dos de Jim Crow. C'est une représentation du noir fainéant, l'esclave fainéant qui va pas travailler, qui pense juste à danser, qui pense juste à profiter de la vie. Donc c'est vraiment à la base, c'est une chanson. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans le prédit si vous voulez aller cliquer dessus. Je vous avertis, attention, c'est une chanson raciste. Il n'y a pas de paroles dégradantes, genre je veux que tu meurs et tout ça. Là. On n'est pas dans des chansons néo-nazistes et compagnie. C'est vraiment, à la rigueur, c'est quasiment joyeux. Là. Le petit rythme de piano, il est quand même entraînant, tout ça. Mais la parole qui se dit, là, je suis Jim Crow, je veux m'amuser, je veux danser, blablabla, c'est clairement péjoratif, c'est clairement dégradant. Et c'est à cause de cette chanson-là, je pense que c'était aussi une histoire, c'était un livre à l'époque, dans la communauté blanche. Là. Les Black Codes ont été transformés et en sont venus à être appelés les lois Jim Crow. Law en anglais, là, c'est des lois. Les lois Jim Crow. Et ça, c'est vraiment le début de la ségrégation. La ségrégation, c'est quoi? C'est vraiment le mur opaque entre la communauté afro-américaine et la communauté blanche de chaque bord. Et c'est vraiment séparé totalement. Donc, j'y viens finalement à cette ségrégation-là dans les services publics. Je vous donne quelques exemples quand même là, de ces services publics-là. Donc, établissements scolaires, hôpitaux, transports, justice et même dans les cimetières. Il y avait des cimetières blancs et il y avait des cimetières noirs. C'est quand même assez incroyable. Dans les lieux de rassemblement, les restaurants, les cafés, les théâtres, les salles de concert, les salles d'attente, les stades, les toilettes, les Blancs ont plus le droit de refuser l'accès aux Noirs dans ces lieux-là, hein, dans les lieux publics, dans les lieux d'enseignement, dans les hôpitaux, dans les lieux de divertissement. Ils n'ont plus le droit. La loi les interdit officiellement, mais les lois Jim Crow vont dire « Ok, ils ont le droit d'y rentrer, on respecte la loi des États-Unis, mais il y a un mur, il y a une section noire et il y a une section blanche. On ne veut pas que ces gens-là se côtoient les uns les autres. » Et regardez à quel point l'esprit humain est tordu. Les Blancs vont se justifier, et ils vont y croire, ils vont se justifier de façon morale en expliquant pourquoi ils instaurent les lois de Jim Crow. Je vous cite parce que je ne peux pas l'inventer, je veux vous le citer. Donc, restreindre les interactions sociales au strict minimum sur le principe de separate but equal, séparer mais égaux. Et je cite la première loi, celle qui est considérée comme la première loi de Jim Crow. Je cite. Il serait négatif pour des personnes noires de devoir être méprisées dans la société blanche, et qu'il vaut donc mieux que les Noirs restent avec des personnes qui les voient comme égales. Je trouve ça absolument hallucinant, et c'est vraiment ça, là. Ça c'est la première loi qui justifie ça, et il va y en avoir des dizaines et des dizaines, et au lieu d'être méprisés dans la société blanche, on les laisse en noir pour qu'ils soient entre égaux. On va pas arrêter de les mépriser. On fera pas de travail sur nous. On va pas devenir des meilleures personnes à ne pas mépriser son prochain. Non, on va les tasser ailleurs puis on les verra pas. Donc nous, on va pouvoir continuer à penser qu'on est meilleur. Et en tout cas, encore une fois, plein de débats sur ces sujets-là. Il y a vraiment plein de débats à avoir. Je trouve ça incroyable. Je pars pas sur une parenthèse là. Je veux pas vous retenir trop longtemps non plus aujourd'hui. Je vous ai promis un cours un petit peu plus court. Je vais essayer de le faire pour vous. Bref, réfléchissez s'il vous plaît. Ayez une conscience. Je retourne là-dessus. Vous faites pause ici si vous avez besoin de prendre ça en note. Moi, je continue. Il y a quelque chose qui est publié hein, pour vous dire à quel point c'est dangereux dans les États du Sud, d'être noir. Il y a le Negro Motorist Green Book qui est surnommé le Green Book parce que c'est long à dire. 4 mots, qui va donner, j'y viens au film après, là. Donc il est écrit par Victor Hugo Green, donc c'est pour ça le Green Book, c'est pas parce que la reliure était verte, malheureusement je pensais que c'était ça, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment à cause de son auteur. Qu'est-ce que ça fait concrètement le Green Book en fait? Victor Hugo Green va se promener partout aux États-Unis, dans les États du Sud évidemment, parce que théoriquement, là je fais une grosse différence entre les deux, parce que dans les États du Nord, oui, il y a du racisme, on ne dira pas le contraire. Je vais vous montrer un exemple à New York tout à l'heure, mais c'est drastiquement moins pire que dans les États du Sud. C'est pour ça que je parle beaucoup du Sud, mais oui, il existe du racisme là-bas aussi, dans les États du Nord.
Mais donc, Hugo Green va descendre, il va aller partout dans les États du Sud et il va dans son calepin noter, bon, mais dans telle place, les Noirs sont acceptés. Dans tel hôtel, dans telle station-service pour mettre du gaz dans ton char, les Noirs sont acceptés. Dans tel, vas-y pas, tu vas te faire ramasser puis tu vas te faire tuer, lyncher, j'y viendrai au lynchage tout à l'heure. Euh, c'est vraiment très dangereux pour les Noirs. Et il va se promener comme ça partout et pendant 30 ans, à chaque année, un nouveau Green Book va paraître, environ 30 ans, peu importe les dates, et pour dire aux Noirs où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous ne pouvez pas aller quand vous allez dans les États du Sud. Et à un moment donné, il va avoir répertorié quand même aux États-Unis pas mal bien les endroits, fait qu'il ne retournera pas à chaque année dans les États du Sud. Il va aller plus loin, il va aller au Mexique, il va aller dans les Antilles. Ah, ok, d'accord, le Mexique, les Antilles, les États-Unis, c'est des États où il y a eu l'esclavage, il y a eu les États où c'était raciste. Ah, on comprend pourquoi il fait ça. Monsieur Green va venir au Canada, parce qu'au Canada aussi, on a des endroits où les Noirs ne sont pas les bienvenus. J'en profite pour, j'ai oublié de le rajouter, l'article, mais il y a un article, un trompettiste jazz des États-Unis qui venait au Canada, et dans son témoignage, il avait été interviewé à ce moment-là, il venait à Rouyn-Noranda pour un show, fouillez-moi pourquoi il allait à Rouyn-Noranda, je m'attendais à Montréal, Ottawa, des affaires de même, dans des grandes villes, Rouyn-Noranda, c'est pas grave, tant mieux pour eux autres. Il allait faire un show, puis il s'était fait interviewer par un journaliste, puis il disait c'est quasiment pire ici au Canada, parce qu'aux États-Unis, quand on s'en va faire un show dans le Sud, on le sait qu'on va être, on va faire face à du racisme, on le sait, c'est ouvert, les gens s'affichent. Ici, au Canada, c'est beaucoup plus vicieux, entre parenthèses, c'est-à-dire que les gens vont pas s'afficher comme racistes, mais il va y avoir des petites craques, des petites façons de faire, des coûts supplémentaires pour louer une chambre, ce petit genre de choses-là qui viennent tout le temps te mettre mal à l'aise. En tout cas, j'essayerai de retrouver le lien de l'article, de vous le mettre dans le Léa si ça vous intéresse. Je trouvais ça très intéressant. Il disait qu'à Rouyn-Noranda spécifiquement, il n'avait aucun racisme. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il allait jouer là. C'était vraiment un lieu béni pour les joueurs noirs parce qu'ils pouvaient circuler librement à Rouyn-Noranda sans aucune crainte. Donc, preuve d'ouverture d'esprit des Québécois à cette époque-là. Ça ne veut pas dire que c'était de même partout. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, on n'est pas mieux ici qu'ailleurs. Malheureusement, c'est la réalité. Je me fais un devoir d'essayer de vous dire les vraies choses. Je reviens à mon affiche du Green Book avec Viggo Mortensen. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux ou dans plein d'autres films. En fait, il est un acteur de longue date, Viggo Mortensen. Il est le blanc qui est le conducteur. En fait, le film Green Book, c'est un joueur de musique, si je me souviens bien, noir des États du Nord, qui engage un garde du corps blanc pour le conduire dans les États du Sud. Et ils ont le Green Book pour aller dans les endroits où le trompettiste, je pense, en tout cas, peu importe, le musicien, va être accueilli convenablement pour pas qu'il se fasse ramasser et tuer. Et là, c'est une histoire d'amitié qui se développe. C'est une histoire vraie, je pense, je me souviens plus par cœur, mais il me semble que c'est une histoire vraie, cette histoire-là aussi. Donc, je vous ai mis l'affiche. En classe, je vous aurais montré des extraits pertinents pour ce que je vous dis. Encore une fois, je ne le fais pas là. Allez voir le trailer sur YouTube si ça vous intéresse. C'est un bon film par la même occasion. Je vous le conseille. Goût personnel. Donc, j'y reviens à ce Green Book-là. C'est vraiment donc un guide de voyage pour vous dire où aller et où ne pas aller. J'ai oublié de dire aussi, je le répète là, il existe déjà la même chose, le Green Book, mais pour les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs font office de font sujet de racisme aux États-Unis. C'est assez incroyable. On en parle souvent en Allemagne et tout ça, mais il y a un énorme antisémitisme aux États-Unis aussi. Il y a un antisémitisme à peu près partout, hein, parce que le mot pogrom, le mot qu'on utilise pour les soulèvements anti-juifs, le mot pogrom, c'est une exécution publique, c'est un mot russe. Les pogroms sont très fréquents dans l'histoire russe aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a repris ce terme-là ailleurs dans le monde. Il y en a aussi aux États-Unis. Donc il y a un Green Book, ça ne s'appelle pas comme ça, mais il y a un Green Book pour les Juifs, pour leur dire si vous voyagez aux États-Unis, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous ne pouvez pas aller, pour votre sécurité personnelle. Donc, mais c'est un commerce, hein. Le gars, il est devenu best-seller grâce à ça. Là. Son livre se vendait à des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est assez impressionnant de voir le commerce sur le racisme. Encore une fois, réfléchissez à ça, esprit critique, la prochaine fois que vous aurez à confronter ce genre de situation-là, ce qui n'arrivera peut-être pas, je vous le laisse pas si vous vivez dans un entourage ouvert d'esprit.
Fin de la parenthèse. Je continue. Donc là, c'est le bout, excusez, là, je vais vous jaser pendant ce temps-là. C'est le bout où je passe toutes mes diapositives sur le Ku Klux Klan. Parce que, hein, comme je vous l'ai dit, donc je veux pas vendre des punchs à ceux qui travaillent là-dessus. Je veux pas leur mâcher le travail, c'est pas fair pour les autres. La seule chose que je vais faire, oui, je viens de l'avoir passé en dessous, je vais revenir donc à cette diapo-là, juste pour faire un lien. Je ne parle pas, je vous montre l'image. Regardez ce qui est écrit, America First, hein. One God, One Country, One Flag, donc l'Amérique en premier, un Dieu, un pays, un drapeau. Je ne passe pas de commentaires, j'ai mis ces deux images-là, je vous laisse faire vos liens. Encore une fois, un débat que nous n'aurons pas. Je fais la transition vers le Black Panther Party. Pourquoi? Ben parce que on a les Blancs qui ont une réaction violente, qui ont une réaction raciste, le Ku Klux Klan, que vous allez découvrir dans 2 semaines. Mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Évidemment, à force de se faire taper dessus, à force de se faire incarcérer avec le 13e amendement, je vous en ai parlé la semaine passée, à force d'être traités comme de la vermine, les Afro-Américains vont s'organiser et vont aussi, malheureusement, tomber dans la violence. C'est rare qu'on crée autre chose que de la violence par la violence, mais c'est une voie, malheureusement, ça fait partie des sentiments humains. Ça fait partie de nous. Et donc, le Black Panthers va apparaître par la suite. Là, je fais un saut dans les années 50-60. Je vous l'ai dit, le début des années 1900, je l'ai skippé par choix personnel parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ces bouts-là. Je fais aussi la mise en contexte pour le Black Panther. Je vais vous présenter dans la bulle mouvement pacifique, ce qui est ironique, Malcolm X, parce que Malcolm X prône la violence à peu près tout au long de sa vie, donc se rebeller contre les Blancs de façon violente, mais à la fin de sa vie, il va changer, je vous en parle tout à l'heure dans quelques minutes, et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans l'autre bulle, dans le mouvement pacifique. C'est un choix tout à fait personnel, j'aurais très bien pu le mettre là, parce que le Black Panther, en fait, là je vous vole un punch, il va être créé suite à la mort de Malcolm X. Oui, Malcolm X va mourir, je ne veux pas vous faire de peine, mais vous aussi, ça va vous arriver, et moi aussi. Il n'y a personne qui s'en est sauvé jusqu'à maintenant, ou à tout le moins, ils s'en sont pas vantés. Donc le Black Panthers va apparaître suite à la mort de Malcolm X, et au début, il va prendre les enseignements de Malcolm X, donc ça va être un mix entre mouvement pacifiste, parce qu'à la fin, donc Malcolm X devient pacifiste un petit peu plus, mais aussi cette pulsion de violence que Malcolm X, quand il était plus jeune, prônait également, et aussi parce qu'il y a du racisme incroyable aux États-Unis qui fait ressortir la violence dans les individus. Donc, je voulais faire le lien avec Malcolm X parce que je vais vous le présenter après, mais c'est pour ça que je vous le présente après et non pas avant. Je voulais juste faire la précision. Donc, je rentre dans ce Black Panther partie-là. Je m'excuse, là, j'ai fait l'avertissement au dernier cours. Tiens, même si je regardais mon écran, je vais laisser ce bout-là au montage. J'ai mis une image de lynchage, c'est-à-dire qu'il y a des gens pendus à un arbre actuellement sur ma diapo. Je vais vous l'afficher dans quelques instants. Je veux faire la parenthèse quand même pour vous avertir. C'est des vrais gens, là. C'est une photo, c'est pas un montage, c'est vraiment ça qui se passait aux États-Unis. J'ai fait de l'avertissement la semaine passée, je ne l'ai pas fait cette semaine, je le refais là avant de vous mettre l'image à l'écran. C'est pas facile, ce bout-là. Si je sais pas, je connais pas vos vécus, je connais pas votre sensibilité. Chacun a son histoire à soi. C'est pas, il y a à peu près juste ça, je pense, que comme image violente là, aujourd'hui, parce que j'en avais en masse la semaine passée. Mais donc peut-être juste skipper un petit bout si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est pas dégueulasse, c'est pas rien, mais il y a des gens pendus donc sur mon image. La voici donc ma fameuse image, le lynchage aux États-Unis. C'est quoi le lynchage? C'est vraiment, on te torture, hein, lapidé, donc on te garoche des roches et compagnie, et ensuite on te pend. Et c'est fait de façon publique, c'est ça que la photo représente. Et encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas un montage, c'était vraiment des événements publics. C'est atroce, mais les gens faisaient ça à l'époque. Et regardez la crowd, là, regardez pas les gens qui ont subi le sort, mais ils sont souriants, ils sont heureux d'être là. C'était festif, je trouve ça inconcevable, je trouve ça aberrant. Mais c'était des événements festifs. Je me souviens plus si c'était avec vous. Non, c'est dans un autre cours, je pense.
je parlais de la peine de mort et la peine de mort, ça a été institutionnalisé dans les prisons avec la chaise électrique, la chambre à gaz, les injections chimiques et tout ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les exécutions avant se faisaient en public, c'était des pendaisons, c'était des trucs et il y avait la dernière exécution publique aux États-Unis a accueilli au-dessus de 33 000 personnes. Le chiffre est aberrant, c'est incroyable. Et ils ont arrêté de faire des exécutions publiques parce que ça donnait des lieux à des rassemblements, ça devenait des gros parties, le monde se saoulait et ça finissait en saccage, des bris de voitures, bris de matériel, bris de ci, de ça, parce que les gens sont... La violence exacerbe la violence, fait que ça finissait par dégénérer. Mais ça fait partie de l'humain, c'est absolument incroyable. Et depuis le 13e amendement, depuis la fin donc de l'esclavage officiel, encore une fois, je fais un lien avec le Ku Klux Klan ici, la violence avait vraiment pris le pas dans les communautés blanches. Je vous en parlais aussi avec le mouvement pacifique, avec certains des représentants qui ont subi, qui ont des histoires absolument atroces au niveau familial. Euh, c'est vraiment la façon que les Blancs dans les États du Sud vont lâcher leur frustration. Trouve-toi une passion, apprends à chanter, apprends à, je sais pas, creuse un trou dans la terre, fais quelque chose de pertinent de ta vie au lieu d'aller tuer des gens. Je trouve ça aberrant, mais ça se faisait, ça se refaisait, ça se refaisait. Je vais vous montrer une affiche d'un film tout à l'heure, le Black KK Klansman. Je vais vous montrer ça. Et là, dans ce film-là, que je vous aurais montré ce bout-là en cours, il y a un vieux Afro-Américain, je pense que c'est un vrai gars qui a vraiment vécu ça, qu'ils ont invité à venir faire un témoignage dans le film pour témoigner d'un lynchage, justement. Et là, c'est des membres du Black Panther Party qui sont dans cette réunion-là, qui ont invité pour qu'ils viennent parler de ça. Et il parle de comment ça se passe et de la violence, de comment le gars a été maltraité avant de se faire exécuter finalement publiquement. Mais c'était monnaie courante. Je m'excuse encore une fois pour la violence des propos, mais c'est ça l'histoire qui s'est passée pour vrai et qui se passe encore pour vrai aux États-Unis. C'est d'une violence extrême. Il y a un manque de canalisation, il y a un manque à quelque part. Je ne peux pas vous l'expliquer, je ne suis pas capable de me l'expliquer moi-même, mais le lynchage était monnaie courante, malheureusement, dans la société de l'époque. Donc, face à cette violence-là, vous en doutez, les Afro-Américains vont s'organiser. On arrive donc à la fondation du Black Panther. Oh, j'ai oublié, excusez, de passer sur les skinheads et les néo-nazis. Tant pis pour les skinheads et les néo-nazis. Donc, j'ai skippé dans la partie, je finissais avec la bulle juste avant Trump. Je parlais des skinheads et du mouvement néo-nazi. J'ai oublié d'en parler. Je voulais pas juste parler du Ku Klux Klan. Je voulais parler de d'autres aspects violents aussi, de d'autres groupes violents aux États-Unis. Tant pis, de toute façon, j'ai en masse de choses à vous dire comme ça. Donc, face à ces lynchages, il y a le Black Panther Party qui va s'organiser. Donc, on a deux fondateurs. On a Huey Newton, je vais laisser faire le P, et Bobby Seale qui vont créer le Black Panther Party en 1966 et ils vont publier très rapidement donc un programme en 10 points qui au début aura à peu près pas de résonance dans la société parce que ils n'ont pas les médias, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas ce qu'on a aujourd'hui pour diffuser tout ça. Mais ils vont quand même avoir un programme très bien établi dès le début et c'est un programme anticapitaliste et internationaliste. C'est pas seulement un mouvement pour les Afro-Américains, c'est pas seulement un mouvement contre le racisme, mais c'est aussi un mouvement donc au niveau économique et au niveau social. Je vous cite la déclaration que Huey va faire en déclarant donc ce programme en 10 points. Je vous fais la citation. Nous ne combattons pas le racisme par le racisme. Nous combattons le racisme par la solidarité. Nous ne combattons pas le capitalisme exploiteur par le capitalisme noir. Nous combattons le capitalisme par le socialisme. Et nous ne combattons pas l'impérialisme par plus d'impérialisme. Nous combattons l'impérialisme avec l'internationalisme prolétarien. Nous croyons que notre combat est une lutte des classes et non une lutte raciale. Je fais ici un lien avec tout le premier bloc de la session, le mouvement ouvrier, le mouvement des idéologies communistes et compagnie. Faites des liens dans votre tête, je ne retourne pas en détail là-dedans, mais vous voyez dans ce discours-là, vous êtes capable de faire des liens assez facilement
avec ce que je vous ai présenté au début de la session. Donc oui, c'est pas un mouvement, ils disent oui c'est un mouvement prolétarien, c'est pas un mouvement racial, mais oui il y a un aspect racial concrètement là, dans la réalité quotidienne, il y a un aspect racial parce qu'ils vont aider qui? Ils vont aider les communautés afro-américaines à travers les États-Unis. Donc ils vont accueillir les Blancs qui veulent s'intégrer là-dedans, ils vont les accueillir. Oui c'est vrai qu'il y a une ouverture, mais à la base, oui, il y a quand même un aspect racial dans le quotidien, dans la mise en pratique. Je ne vous demande pas de vous souvenir des 10 points, absolument pas. Lisez-les, c'est informatif, ça vous donne une idée. Premier point, un des premiers points qui fait partie de ça, c'est contre la violence policière. Je vais vous en parler quelques fois de cette violence policière-là qui est vraiment un fléau aux États-Unis contre la communauté afro-américaine. Mais donc, le Black Panther Party fait ressortir cette violence policière-là dès le début. Je trouvais ça important aussi de vous souligner qu'il y avait énormément de femmes dans ce mouvement du Black Panther Party. 60% des membres à travers le temps vont être des femmes. Pourquoi? Parce que je vais vous le présenter par la suite. C'est pas seulement un mouvement de violence, c'est pas seulement un mouvement d'attaque de terroristes, c'est aussi un mouvement social très important. Et c'est dans cet aspect-là plus que les femmes vont être actives. Attention, ici je ne fais pas une dichotomie homme-femme en disant les femmes sont gentilles, ils font les affaires pacifiques et les hommes sont armés, vont faire les actions violentes. Pas du tout, il y a des femmes dans les actions violentes, il y a des hommes dans les actions pacifistes également. Mais je trouvais ça intéressant de présenter ça parce que dans quasiment toutes les photos du Black Panther, on a des hommes parce que je sais pas c'est quoi cette société patriarcale-là, cet héritage-là. Les leaders, les dirigeants du Black Panther vont être quasiment tous des hommes. Il va y avoir une femme assez d'envergure, je vous la présente pas parce que j'ai pas le temps malheureusement aujourd'hui, mais il va y avoir une femme d'envergure qui va rester quelques années à la tête du Black Panther Party, mais sinon, tout le reste, c'est dirigé par des hommes, alors qu'on a 60% de femmes dans les membres du parti. Je trouve ça, c'est encore une fois, une piste de réflexion à avoir de ce côté-là. Pas parce que les femmes ne sont pas capables, la preuve, il y en a eu une femme qui a dirigé, et sans être les leaders du parti, c'est qui fait les actions concrètes au quotidien? Ce sont les membres du parti, donc ce sont les femmes qui sont entreprenantes, qui sont à faire l'ouvrage. Donc il ne faut pas croire que c'est un manque de capacité. Ça, c'est un discours qui serait beaucoup trop sexiste auquel je n'adhère pas. Donc, je voulais vous mentionner quand même ça, je trouvais ça important. Je continue donc avec mes premiers événements. 1967, on a les premières patrouilles du Black Panther Party. Je vais dire BBP, pas parce que c'est BPP, excusez-moi, parce que ça va être moins long à dire à partir de maintenant. Donc, Black Panther Party, vous l'avez d'ailleurs sur la photo ici, BPP, ça va être plus facile à dire et ça va être moins long. Donc, il commence à... Première étape là, avant d'arriver aux armes, ils vont tout simplement faire des patrouilles. C'est des gens qui se promènent en voiture avec un code de loi, un code civil et des mégaphones. Et quand ils voient une arrestation par les policiers de gens afro-américains, de noirs, ils vont s'arrêter et ils vont s'assurer, ils vont lire les règles, ils vont s'assurer que les arrestations sont faites selon les normes de la loi, parce que le racisme est omniprésent chez les policiers en Amérique, aux États-Unis, chez les Américains. Ils vont avoir le mégaphone pour attirer la foule, pour ramener les gens en disant il y a une arrestation, c'est pas fait comme il faut, ils brutalisent, ils respectent pas ses droits et ainsi de suite. Les gens se rapprochent et on a des témoins sur ce qui se passe. Donc, les policiers sont obligés d'agir comme il faut parce qu'ils ne veulent pas se faire poigner. Donc, c'est le premier moyen. Mais ça va avoir une répercussion assez limitée. C'est assez impressionnant quand même. Ils sont capables de faire pas mal de choses en Californie grâce à ça. Mais ils ne sont pas capables de faire de grande envergure. Encore une fois, il n'y a pas les cellulaires, il n'y a pas les vidéos comme nous, on aurait aujourd'hui qui permettent de relater tous ces événements-là. Donc, c'est plus difficile. Et face à cette violence policière-là, on a notre deuxième branche, donc je vous ai dit la version pacifique et la version violente. On a notre deuxième branche qui apparaît très rapidement dans le Black Panther Party, le BPP, il faut que je prenne l'habitude. C'est-à-dire que selon le deuxième amendement des États-Unis, la Constitution américaine dit on est un pays, les libertés, les droits de l'homme, les ci, les ça. Et dans les amendements, le deuxième amendement des États-Unis, c'est on a le droit de s'armer pour se défendre, on a le droit de posséder et de se promener avec une arme. Encore une fois, ce serait une discussion qu'on pourrait avoir, la légitimité de ça. Bref, certains membres du Black Panther vont décider de s'armer et de se déplacer en groupe armé de façon explicite
pour dire non, on ne se laissera plus faire, oui, on va rétorquer. Le problème, c'est que la violence engendre la violence. Donc, très rapidement, il va y avoir un juge, je ne vous donne pas le nom, je l'ai sur mes notes, mais c'est pas important. Il va faire une nouvelle loi en disant il faudrait restreindre le port de l'arme et la RNA, le Rifle National Association, ceux qui sont vraiment pour le port d'armes. Si vous avez vu le documentaire Bullying for Columbine, qui était un documentaire sur les attentats dans les écoles, là, les meurtres que à Columbine aux États-Unis, c'est la première fois que c'est arrivé. Là. Des élèves qui sont rentrés dans une école, qui ont tiré des élèves et qui ont fini par se suicider à la fin. Donc il y a eu un documentaire qui s'appelle Bullying comme le bowling, là, for Columbine. Et je me souviens plus de son nom du réalisateur qui a fait plusieurs documentaires intéressants. Il va confronter quelqu'un de la RNA, le directeur de la RNA, en disant ouais, mais s'il y avait du contrôle des armes, ce ne serait pas arrivé que des enfants puissent s'armer et puissent tirer sur d'autres enfants. Et le gars de la RNA finit par se sauver sans répondre à la question, mais au début il dit c'est notre droit, il faut se défendre, on a le droit de porter des armes, et ainsi de suite. Ce qui est très drôle, c'est que dans mes lectures, ce que j'ai vu, c'est que à cette époque-là, la RNA va toujours dire oui, il faut s'armer, oui, il faut se défendre, parce que les autres, ils ont des membres, ils vendent des guns, ils se font du cash. Mais à cette époque-là, bizarrement, la RNA aurait travaillé main à la main avec le gouverneur pour faire interdire, pour faire limiter le droit du port d'armes chez les Afro-Américains spécifiquement. Donc, encore une fois, toute cette hypocrisie-là de ce genre d'association-là, encore une fois, je vous le mentionne pour allumer certaines réflexions dans votre tête. Je vous laisse aller avec le reste de la réflexion si ça vous tente. J'espère que ça vous tente de temps en temps. Donc, le Black Panther va réagir à ça. Il va y avoir un groupe d'une quinzaine de personnes, 10-15 personnes si je me souviens bien, qui vont rentrer dans la mairie ou le palais de justice. C'est des membres du BPP armés solidement, comme je vous ai montré sur la photo, je vais vous la remontrer après. Là, et ils rentrent dans le parlement en tout cas, un édifice officiel de l'État dans lequel ils sont. Et les photos, ça va faire très réagir. Les Blancs ont peur que ce soit une attaque terroriste, tout ça. Eux autres sont venus juste dire on a nos armes, on y a droit, on les garde. Il n'y aura pas d'échange de coups de feu, il n'y aura pas rien. Ils vont sortir parce que la tension va monter vite. Mais pourquoi je vous mentionne ce moment-là, c'est que il va y avoir des photos, là on est rendu dans les années 60, on a vraiment on a des photographes, on a des journalistes qui vont se précipiter sur les lieux, qui vont prendre des photos, et c'est cette action c'est pas beaucoup de monde, mais ça va avoir une envergure gigantesque grâce aux médias, et c'est là que le BPP va vraiment prendre une dimension nationale. Il va y avoir des cellules qui vont se créer un peu partout, à Détroit, à New York, vraiment là, coast to coast, qui diraient les Américains, d'une côte, l'océan Atlantique, à l'autre côte, l'océan Pacifique. On va vraiment voir une expansion du Black Panther à ce moment-là, grâce à ce coup d'éclat-là, qui est malheureusement une action violente. Il n'y aura pas autant de répercussions sur les actions, autant de couverture médiatique des actions pacifiques, malheureusement. Le sensationnalisme et les journalistes, ça fait bon ménage. Je pourrais critiquer les journalistes sur bien des affaires, je ne rentrerai pas là-dedans non plus. Je retourne donc à ma diapo avec juste pour vous montrer une image, parce que là on est vraiment rendu dans les années où on a des témoins visuels, donc je voulais vous les présenter. Et regardez donc avec le shotgun quand même, c'est impressionnant, ça fait un peu peur. En 67, excusez-moi, le 28 octobre, on est quasiment rendu en 68. Il va y avoir donc Newton Huey, je vous l'ai présenté, c'est un des deux membres fondateurs, c'est la personne à gauche, va se faire intercepter par des policiers. J'ai pas trouvé l'information, mais on se doute fortement que c'est pas un hasard qu'il se fasse contrôler par la police à ce moment-là. Et donc Huey va faire l'office d'un contrôle policier. Ça va dégénérer. Étrangement, il va y avoir des coups de feu, alors que c'est lui qui faisait des tournées avec le mégaphone et avec les codes de loi. Donc, je m'excuse, dans mes discours, ça transparaît que j'ai tendance à prendre le côté de l'opprimé versus l'oppresseur, là. Mais en tout cas, bref, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, je vais dire les choses telles qu'elles sont, là. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Il y a eu un échange de coups de feu, il y a un policier qui va mourir, un autre qui va être blessé. Huey va recevoir
balle dans la poitrine. Il va pas mourir, il va être emmené d'urgence à l'hôpital par un ami. Et les policiers vont arriver à l'hôpital alors qu'il est branché, qu'il est sorti d'opération, tout ça. Et ils vont l'arrêter dans l'hôpital en disant homicide, meurtre au premier degré volontaire, là, t'as tué des policiers. Il va se faire menotter, il va se faire emmener à la prison, à l'hôpital de la prison, donc pendant sa convalescence. Et c'est en tout cas fin de la parenthèse, mais ça va amener une nouvelle publicité nationale pour le BPP, c'est-à-dire qu'il va y avoir la campagne Free UA, donc Libérer UA en français, et ça va vraiment être le deuxième vraiment coup d'éclat de la part du BPP, c'est-à-dire que ça va être partout dans les médias, on commence à avoir des médias écrits afro-américains qui publient ce genre d'événements-là. On a des médias blancs, si vous me permettez l'expression, qui vont relater aussi l'information. Et ça va être vraiment des marches, des manifestations, des pétitions et tout ça. Ça va vraiment prendre une envergure phénoménale. Et donc, cette campagne de Libérer UA va vraiment permettre aux Black Panthers d'avoir une visibilité nationale, encore une fois. À partir de cette campagne-là, à partir de 67, c'est vraiment un organisme, un parti qui est très bien établi, même si ce n'est pas un parti politique. Il ne se présente pas dans les élections, il ne se présente pas dans le jeu politique. Hein. Il s'appelle un parti, mais ce n'est pas un parti politique à part entière. Je continue donc avec les bienfaits. Hein. J'aime mieux mettre le point sur le côté positif, pacifique, mais positif du Black Panther. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement dans les actions? Ils vont rendre donc des cliniques médicales gratuites, accessibles à la population noire principalement. Distribution, là, je vous fais la liste d'épiceries, je sais, je vous le répète souvent, j'essaye de ne pas faire ça, mais des fois, j'ai pas le choix. Donc, distribution de nourriture et de vêtements, cours de politique et d'économie pour être capable de se défendre. Hein. L'éducation, c'est un moyen de se défendre dans la vie. Je ne retourne pas dans une bulle là-dessus. Leçons d'autodéfense, de premiers soins, transport gratuit pour les gens qui vont voir leur famille dans les prisons, hein, pour les détenus. Programme de soins ambulatoires, donc aller de faire des petits soins à domicile en cas d'urgence. Et mesures de réhabilitation d'alcoolisme et de toxicomanie, donc ce qu'on appellerait des centres de désintox tout simplement de nos jours. Je réattire aussi votre attention sur la photo en bas. Hein, regardez, donc People's Free Food Program, donc de la nourriture gratuite pour les gens en extrême besoin. Et vous voyez évidemment la panthère sur le sac, donc vous savez d'où est-ce que ça vient. Le coup d'éclat du côté pacifique de la part du Black Panthers, ça va être vraiment le programme donc Free Breakfast for Children, les déjeuners gratuits pour les enfants. Ça va être des milliers et des milliers d'enfants qui vont bénéficier de ce programme-là. Ça va être vraiment le plus... tout ce qui était nommé avant, c'est fantastique, mais ce programme-là va vraiment faire une grosse différence. Pourquoi? Ben parce que des enfants qui essayent d'aller à l'école mais qui n'ont pas déjeuné, on a ça, hein, les petits déjeuners du Québec, c'est encore une réalité pour certaines personnes au Québec aussi. Là, c'est pas une question de couleur ou de racisme, c'est une question économique. On a déjà fait de la critique du capitalisme, je rentre pas là-dedans. Mais ils vont vraiment aider des milliers de jeunes à être en état d'aller à l'école et donc d'apprendre et donc d'essayer de mieux s'en sortir dans la vie. Ça va tellement avoir une bonne envergure que le gouvernement fédéral, le président des États-Unis, va être obligé de réinjecter des sommes d'argent dans le programme des petits déjeuners parce que le programme du gouvernement fédéral va avoir de l'air, fédéral États-Unis, là, va avoir l'air de n'importe quoi face au programme du Black Panthers et ils vont être obligés donc de relancer ce programme-là de façon plus cohérente au niveau fédéral. C'est vraiment un très gros point positif. Je suis prof, je peux pas... c'est sûr que aider des enfants à aller mieux, à étudier, à mieux s'en sortir dans la vie, ça me rejoint plus. C'est pour ça que je voulais souligner cet aspect-là. Je continue avec les répercussions de tout ce mouvement-là. Donc, le Black Panthers est la menace la plus sérieuse à la sécurité interne du pays, selon Edgar Hoover. Edgar Hoover, je vous le présente ici à gauche en tant que président des États-Unis. Je vous le présente aussi à droite quand il était jeune et en début de carrière. Entre les deux, j'ai pas trouvé de photo de ce moment-là, mais entre les deux, il est le directeur du FBI hein, avant de devenir président, comme Vladimir Poutine était le chef des services militaires, des services secrets en Russie avant de devenir militaire. Hoover était chef du FBI avant de devenir le président des États-Unis.
Pourquoi il dit ça? Oui, c'est le côté racial, hein, le mouvement des Afro-Américains qui s'organisent. Et je vous ai donné des chiffres la semaine passée, là, c'est des millions de personnes qui s'organisent. Donc ça peut faire peur à ce niveau-là. Mais Hoover va le justifier, pas du côté racial, parce que officiellement donc, le racisme et l'esclavagisme est fini. Il va le justifier du côté communiste. Je vous l'ai cité tout à l'heure, hein, les deux fondateurs, ils sont internationalistes, ils le font dans une optique prolétarienne. Donc tous ces petits mots-là font en sorte qu'on les a... Ben, c'est pas infondé, là. On les joint au mouvement communiste. Et donc, les États-Unis, on est en guerre froide, hein, contre l'URSS à ce moment-là. Donc, on est dans une peur incroyable du communisme et c'est ça qui va justifier les attaques contre le Black Panthers. Ils vont pas le faire du côté racial, bien que ce soit présent. Ils vont le faire du côté communiste, du côté politique, mais le résultat est le même. Ils vont vraiment faire un lourd travail de démantèlement du Black Panthers. Je vous en donne deux exemples. Donc, 1969... On a des cadres, là, je ne commencerai pas à vous nommer tout ça, là, on a des cadres de la section donc, qui sont arrêtés. Celle que je voulais vous nommer parce que je suis tombé là-dessus dans mes lectures puis je trouvais ça très drôle. Afeni, excusez-moi, c'est son prénom. Shakur, donc la mère de Tupac. Tout le monde dit Tupac, hein, c'est pas deux Pac. Là, son nom de rappeur, il signait des fois comme ça, mais Tupac, c'est T-U-P-A-C. Tupac, hein, qu'on devrait dire en français. Tupac, c'est un des noms des dirigeants aztèques pendant la civilisation précolombienne, avant l'arrivée des Européens. Et c'est un chef qui s'est rebellé aussi contre la domination. Donc, il y a toute une histoire là, du nom de Tupac. Je ne rentrerai pas là-dedans. On va en reparler dans quelques semaines là, d'ailleurs dans le monde. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, on va se promener un peu d'ailleurs dans le monde dans quelques semaines. Mais donc, Tupac Shakur, qui est un rappeur qui va être assassiné, c'est pour ça qu'il est devenu légendaire. C'est un bon rappeur, je vous l'ai dit, j'écoute du rap, j'aime bien ça. Mais Tupac, personnellement, je ne tripe pas tant que ça, autant que Biggie. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de violence dans leurs paroles, mais on comprend pourquoi il y a autant de violence dans leurs paroles. Ils naissent dans des communautés afro-américaines excessivement pauvres, ils subissent la violence des policiers, et ils sont dans un contexte de revendication. Sa mère va se faire arrêter par le FBI sous le principe de faire partie d'une organisation avec une volonté de poser des actes terroristes au nom du communisme, encore une fois, là. Mais il n'y a pas de preuve tangible, là. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas allé chercher plus loin que ça, là. Mais je ne sais pas si c'est vrai que sa mère voulait faire des actes terroristes, mais c'est quand même... ta mère se fait arrêter par le FBI, on s'entend que c'est pas une enfance qui est relaxe non plus, donc... Bref, je ne fais pas de parenthèse plus longue là-dessus. Je trouvais ça drôle de faire des liens là-dessus. J'adore la musique, je vous l'ai déjà dit. Donc, il va y avoir plusieurs gens qui vont être arrêtés et inculpés. Donc, je vous l'ai mis là, hein, le chef d'accusation officiel commettre des actes terroristes. On va avoir aussi donc les FBI qui vont aller chez des dirigeants qui vont être abattus dans leur maison, des dirigeants du Black Panthers. Et ça va vraiment amener une radicalisation du mouvement. On va vraiment avoir une séparation en deux de ce mouvement-là. On va vraiment avoir le côté violent, hein, de revendication violente, et le côté plus actif socialement, le côté socialiste, pacifique, avec l'aide à nourrir les enfants, la nourriture gratuite, les cliniques et ainsi de suite. Et pourquoi le Black Panthers va finalement donc s'effriter, hein, je vais l'exprimer ainsi, mais parce qu'au niveau populaire, au niveau de l'opinion générale des gens, les actions violentes des groupes terroristes, parce que oui, là, on va les appeler des groupes terroristes quand même, quand tu vas poser des actions violentes, que ce soit des Blancs, que ce soit des Afro-Américains, ce sont des terroristes. Ça va vraiment discréditer l'image du Black Panthers Party au niveau national. Hein. Les gens vont voir, évidemment, les médias vont jouer un rôle là-dedans, là, mais les gens vont voir le côté violent, le côté destruction, mais le côté positif ne sera pas montré. Et le côté positif à côté, lui, coûte très cher, hein, des cliniques médicales, de la nourriture gratuite qu'on donne aux enfants. Il faut le financer, il faut trouver de l'argent pour tout ça. Ça coûte excessivement cher. Et donc, ces deux aspects-là vont faire en sorte que le parti va s'effriter petit à petit. Avant de finir sur le Black Panthers Party, je vais vous nommer 3 affaires que je vous mets à l'écran présentement. Le White Panthers, parce que oui, on a un mouvement de gens blancs, hein, de caucasiens, je vais les appeler des caucasiens,
qui vont créer un White Panthers pour soutenir le Black Panthers, qui sont d'accord avec ça, et ils vont s'allier. Ils vont aussi faire une même chose que le Black Panther, ils vont faire une déclaration en 10 points en disant à peu près les mêmes affaires et en disant dans un de ces points-là, on est allié aux Black Panthers et on les soutient dans leur démarche. Donc, on voit un début, là, il faut pas croire que le racisme, c'est tout le monde, puis c'est tout le temps. Il y a des gens intelligents et il y a des gens ouverts d'esprit dans la société. Donc, il y a à travers partout, hein, même le cours passé, quand je vous parlais d'esclavage, il y a des gens bons à travers tout ça qui sont contre et qui aident les Afro-Américains dans le besoin. Je voulais vous mentionner le White Panthers. En dessous, je vous avais mis l'affiche du film que je vous parlais tout à l'heure, donc de Black KKK, Black KK Black Klansman, peu importe, vous irez lire l'affiche. C'est l'histoire et c'est une histoire vraie. Ça aussi, je vous aurais montré des bouts, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous en aurais montré des bouts. C'est un excellent film. C'est le premier policier noir dans un État sudiste, je ne me souviens plus si c'est la Virginie ou l'Arkansas, peu importe. Il est le premier Afro-Américain à rentrer dans les forces de police. Les policiers, le chef de police le fait rentrer dans la police parce qu'on est dans ce mouvement-là de déségrégation-là et il veut que son service de police donne l'exemple et qu'il paraisse bien, on va se le dire. Mais lui fait office de racisme dans les forces de l'ordre, hein, parce qu'il est le premier policier noir dans cette section-là. Et il va s'allier à un juif qui lui aussi fait office de racisme, parce que je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Et ensemble, ils vont infiltrer le Ku Klux Klan. Donc, le policier noir va se charger de faire les appels, de rentrer en contact. Et le policier blanc juif, le Ku Klux Klan est très antisémitique aussi. S'ils avaient su qu'il était juif, ils l'auraient tué sur le champ, même si c'est un policier. Il va jouer un agent double et il va infiltrer le Ku Klux Klan. Et ça va emmener à la... En tout cas, il y a le Black Panthers de très présent aussi dans ce film-là. Donc, si vous avez une chance, je pense qu'il est sur Netflix en ces temps-ci. Si vous avez une chance d'aller voir ça, c'est un très bon film, c'est très divertissant. Et c'est une histoire vraie également. Donc, évidemment, c'est romancé parce que c'est un film. Mais un bon divertissement et une bonne éducation par la même occasion. Et ma troisième image, si vous ne l'avez pas reconnu, si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Jimi Hendrix, un de ceux qui sont présentés comme les dieux de la guitare électrique, donc qui était un guitariste des années 60. Si vous ne connaissez pas Jimi Hendrix, allez sur YouTube, c'est un excellent guitariste si vous aimez ça. C'est du rock là, par la même occasion. Il est mort dans des circonstances qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est pas établi exactement comment il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de sa vie, il commençait très, très, très sérieusement à se rapprocher du Black Panthers. Il commençait dans ses shows et pour vous donner une envergure, là, il a joué à Woodstock, là, Jimi Hendrix, il était vraiment une envergure gigantesque. Il commençait à faire des discours pendant ses shows qui appuyaient le Black Panthers et les mouvements du Black Panthers. Donc, c'est encore louche. Il y a les théories du complot. J'aime ça, les théories du complot. Ça me divertit. Des fois, ça a l'air crédible. Des fois, ça l'est moins. Je vous laisse en juger par vous-même. Mais ça aurait été une élimination par le FBI de Jimi Hendrix parce que une personnalité publique qui avait autant d'audience, il trouvait ça très dangereux pour la crédibilité. En fait, ça redonnait de la crédibilité aux Black Panthers. Donc, il l'aurait éliminé. L'autre théorie, la théorie officielle par les Blancs qui ont géré le dossier, c'est une overdose ou alcoolisme. Il se serait noyé dans l'alcool, en tout cas, peu importe. Les deux théories sont là, je vous nomme les deux. Encore une fois, je vous laisse faire votre propre réflexion. J'embarque dans mon deuxième mouvement. C'est ma dernière bulle aujourd'hui par la même occasion. Donc, le mouvement pacifiste. Je veux vous présenter 4 ou 5 personnages clés quand même de ce mouvement pacifique-là. C'est à travers les personnages que je veux vous le présenter. Donc, je vous avais dit Malcolm X, hein, j'allais vous le présenter. Il s'appelle Malcolm Little, Little comme petit. Il est le fils d'un prêcheur, hein, d'un prêcheur baptiste, je vais finir par le dire comme il faut. Il a eu beaucoup d'oncles qui ont été maltraités par des Blancs. Il a d'ailleurs assisté, et ça va vraiment influencer sa façon de penser. Il va assister au lynchage d'un de ses oncles. Je vous en ai parlé du lynchage tout à l'heure. Donc, il va assister au lynchage d'un de ses oncles à distance parce que tu te rapproches pas, parce que sinon tu vas te faire pogner toi aussi. Là. Mais donc, ça va beaucoup influencer. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de sa carrière, il est dans une optique très violente. Et il a une mère également, une mère qui est haïtienne, si je me souviens bien. Et elle a la chance, et là, regardez comment c'est la perception dans la vie, hein, la façon dont nous, on choisit d'observer notre situation
peut varier d'une personne à l'autre. Donc, elle est, elle est une mulâtre, en fait, elle est une métisse, parce que sa mère s'est faite violer par un blanc dans son pays d'origine. Ça, c'est atroce, là, je parle pas, c'est pas ce côté-là qui est positif pantoute. Mais elle a la chance donc d'avoir une peau plus claire. Ce qui, pour les Blancs, est considéré comme un avantage. Je vous l'ai dit la semaine passée, ils ont des meilleurs postes, ils ont accès à des jobs de meilleure qualité, à des travaux moins difficiles. Et après, là, dans la période de ségrégation, c'est vrai aussi, les Métis ont la vie moins dure que les Noirs d'apparence. Donc, c'est supposé être un avantage pour elle dans la société à l'époque, mais elle va totalement rejeter les Blancs. Elle va être dans une haine des Blancs à cause du viol de sa mère, et c'est très légitime. Et donc, elle va se marier au père de Malcolm X parce qu'il est d'un noir ébène, là. Il est très, 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 très foncé, et elle va dire, si je me marie avec un noir, mon fils a une chance d'être noir. Elle refuse, elle rejette totalement sa partie blanche. Elle est vraiment en horreur, ce côté-là. Et elle va inculquer ça, évidemment, à son fils. Je vous l'ai dit, on est le fruit de notre éducation. Donc, Malcolm X va changer de nom pour Malcolm X. X, ça a plusieurs significations. Je vous les nomme en rafale. Premièrement, ben, c'est son rejet du nom d'esclave, parce que Little, Malcolm Little, c'est le nom que les esclaves recevaient de leur maître. Donc, par exemple, j'étais Jim Little, j'avais une exploitation en Virginie, je recevais des esclaves, mais là, je lui donnais le nom de Malcolm Little parce que il est à moi, donc je lui donne mon nom de famille pour dire c'est ma propriété. C'est aussi sale que ça. Je ne vous l'ai pas mentionné la semaine passée parce que je savais que j'allais vous le dire aujourd'hui. Donc lui, il va dire je refuse ce nom d'esclave-là, je l'utilise pas, je m'appelle X. Ensuite, c'est l'inconnu mathématique. Hein. X, quand on ne sait pas une donnée, c'est un inconnu, donc je ne sais pas je suis qui, parce qu'on a enlevé mon identité en faisant ma famille d'esclaves, donc je suis inconnu. C'est une façon de faire ça. C'est aussi parce que les esclaves qui s'enfuyaient ou qu'on voulait être sûr de marquer comme esclaves, on prenait le fer rouge et on leur faisait un X, soit sur l'avant-bras, soit ailleurs sur le corps, pour les marquer. Donc, quand les gens voyaient quelqu'un avec un X, ils savaient que c'était un esclave. Il fallait donc, s'il se promenait librement, il fallait le ramener à son propriétaire. Encore une fois, je m'excuse, mais c'est ça la réalité. Donc, le X a vraiment plusieurs significations pour Malcolm, et il va choisir d'utiliser ce nom-là, et il va l'utiliser toute sa vie, jusqu'à quelques années avant, quelques temps avant sa mort. J'y reviens tout à l'heure. Donc, oh oui, excusez-moi, avant de changer, je veux quand même vous dire, donc, il prône au début là, le repli identitaire, vraiment, là, il est en grosse opposition à la société blanche. Il veut vraiment une séparation, il pense que c'est positif cette séparation-là. Il est aussi dans la violence, vraiment. Pour vous donner une idée plus concrète, il va faire de la prison, Malcolm X, au début, dans sa jeunesse, au début de la vingtaine. Il fait partie d'une mafia, d'une mafia, peu importe laquelle, et il va être arrêté, il va être envoyé en prison. Et en prison, c'est l'avantage d'une prison. Tu as du temps libre et il y a une bibliothèque, il va se mettre à lire, il va être autodidacte, il va lire des trucs pour être avocat, il va lire en tout cas plein d'affaires, il va être vraiment très instruit en sortant de prison, et il va rentrer dans du militantisme à cause de cette éducation autodidacte-là. Je vous l'ai dit, l'important c'est de s'éduquer, c'est pas comment. Et il va vraiment donc prendre de l'envergure comme ça, mais il va refuser donc d'adhérer au mouvement pacifique de Martin Luther King, parce que lui, il dit les Blancs, c'est le mal. Ça c'est hérité de sa mère, c'est sa mère qui disait ça. Les Blancs, c'est le mal, il faut qu'on se sépare. Et son père aussi, d'ailleurs, avec ce genre de discours-là, hein, il y a eu le pays du Libéria qui a été créé en Afrique, sur la côte africaine. Libéria, liberté. Hein. Et c'est un des rares pays qui est vraiment dirigé par et pour des Noirs. C'est un des pays où le taux de pauvreté est le pire au monde encore aujourd'hui, d'ailleurs, par la même occasion. Vous voyez un lien si vous le voulez. On ne les aide pas, ces pays-là, étonnamment au niveau international. Encore une fois, critique sociale, à vous de juger. Mais le père de Malcolm X disait les Noirs d'Amérique devraient retourner en Afrique, devraient aller au Libéria pour retrouver leur liberté. Donc vous le voyez, Malcolm a vraiment hérité de ses deux parents de ce côté-là. Et il trouve que le mouvement pacifique, ça va pas assez loin, ça va pas assez vite, ça donnera pas de résultats. Donc au début de sa vie, il est vraiment en opposition avec les méthodes de Martin Luther King et des autres, que je vais vous présenter après. Mais il finit donc par s'en rapprocher petit à petit à cause de
ses expériences de vie. Quand il est donc dans sa fin vingtaine, trentaine, il est aussi lié à Nation of Islam, excusez, je cherchais le terme en anglais. Donc, nation de l'islam, hein, il est musulman catholique, de confession. Il n'est pas catholique baptiste comme son père. Ça, c'est son héritage en prison, entre autres. Et ce groupe-là est un groupe violent, donc qui pose des actions violentes. Donc, vous le voyez, il est vraiment élevé dans la violence. C'est pour ça qu'il prône une révolution violente pour libérer les Noirs, les Afro-Américains aux États-Unis. Mais il va aller donc en 1964 à la Mecque. La Mecque, donc, c'est en Arabie Saoudite. Je vous ai mis la carte pour ceux qui ne savent pas. C'est un des lieux de culte vraiment importants. Là, la photo, elle n'est pas actuelle avec la pandémie, soyez rassurés. C'est un lieu de pèlerinage comme Jérusalem peut être un lieu de pèlerinage. Il va revenir vraiment transformé de ce pèlerinage-là. C'en est étonnant. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais on sait qu'il s'est passé des choses assez importantes parce qu'il va le revenir donc en changeant de nom. Il va s'appeler Malek El-Shabazz, un nom musulman donc cette fois-là. Et ce qui est important donc pour nous, c'est qu'il condamne le racisme anti-blanc. Il va se détacher de Nation of Islam et il va vraiment donc se rapprocher du mouvement des droits civiques. C'est d'ailleurs à cause de ça donc qu'il va mourir Malcolm X parce qu'il commence à se rapprocher de Martin Luther. Il commence à prôner des actions pacifiques et des actions de plus grande envergure. Mais à travers tout ça, il va commencer aussi à condamner son ancienne violence et donc le groupe islamique de Nation of Islam. Et sa maison va faire la cible d'attentats à la bombe et ainsi de suite qui ne réussiront pas. Mais il va finalement donc être assassiné dans un discours, en fait c'est un discours public dans un grand amphithéâtre. Il y a 400 personnes, il y a sa femme, il y a ses enfants qui sont présents dans l'assemblée. Et s'il y a des gens de Nation of Islam ou de Black Islam, là, en tout cas il y a deux groupes islamiques qui se chamaillent. Et il y a une fausse chicane qui va se créer dans la foule pour détourner l'attention. Et pendant que tout le monde se détourne dans la foule, il y a quelqu'un qui va arriver avec un shotgun coupé et qui va tirer Malcolm X à bout portant. Et si c'était pas suffisant, il y a deux personnes qui vont monter sur scène également et qui vont tirer 21 coups de revolver dans Malcolm X. Donc ça fait énormément de dégâts. Un shotgun, là, je ne rentre pas dans les détails morbides du tout, là. Un shotgun, là, la différence des armes, là, je veux juste le préciser pour ceux qui ont de l'intérêt là-dessus ou juste à titre d'information, savoir des choses dans la vie, ça peut être pertinent. Les fusils de chasse et compagnie, ça tire une balle. Donc c'est très précis parce qu'il faut tirer à une place, on atteint une cible et ça fait énormément de dégâts. Un shotgun, un fusil à pompe en français qu'on devrait dire, là, avec la crinque en dessous. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, vous savez de quoi je parle. Ça tire une ribambelle. J'aime bien le mot ribambelle. J'avais jamais eu l'occasion de le plugger dans un cours. Voici, c'est fait. Une ribambelle de petits plombs. Au lieu que ce soit une grosse balle, c'est plein de petits plombs. Mais ça fait donc un projectile qui se disperse. Et chaque petit plomb fait moins de dégâts qu'une balle, mais ça fait du dégât à grande échelle. Mettons un coup de shotgun dans les poumons, tu t'en sors pas, là, les poumons sont perforés, tu meurs, c'est sûr. Et un shotgun coupé, c'est encore pire parce que le shotgun, plus il est long, plus ça concentre, donc quand ça propulse les petites balles de plomb, mais ça concentre le tir, ça dirige le tir. Quand il est coupé, avec une scie à métal tout simplement, ça fait en sorte que tu tires et tout de suite les balles explosent dans tous les sens et donc ça a vraiment un gros radius de dégâts et rajoute à ça 21 coups de revolver. Il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent et c'est suite à cet assassinat-là donc que le Black Panthers va faire son apparition et c'est pour ça qu'on a cette dichotomie dans le Black Panthers parce que d'un côté on a le côté violent, hein, le côté armé, mais on a aussi à la fin de sa vie le côté pacifique, le côté socialiste et des actions positives dans la société. Vous voyez de quel côté mon opinion penche. Je continue avec Martin Luther King. Lui, vous le connaissez probablement. Je vous fais un résumé très rapide de son pédigré. Donc, il a sauté 2 années je veux dire le secondaire, là, c'est les high school. Il est très, très, très intelligent. Il va avoir donc un bac en sociologie. Ensuite, il va faire un doctorat, un bachelor, c'est comme un certificat, et ensuite un doctorat en théologie. Théologie, c'est l'étude de la religion, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans ce cours-ci. À Boston, en 1955, c'est quelqu'un de très éduqué.
En 1953, il se marie à Coretta Scott et il aura 4 enfants avec elle. Juste pour vous résumer le personnage un peu. Il va passer sa vie au grand complet à se battre en ayant fait des études en théologie. Évidemment, il est pasteur, il est homme de Dieu à ce moment-là. Tout son mouvement de revendication sociale, il va le passer à travers la volonté de Dieu. On n'adhère pas, ça c'est son choix à chacun. Ses actions, elles, sont positives pour la société, pour les gens de son entourage, pour les Afro-Américains en général, ça c'est certain. Donc, premier combat vraiment d'envergure, il va arriver en 1954, donc à Montgomery, en Alabama. Je vais vous en reparler de Montgomery plusieurs fois, 2-3 fois. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment plusieurs meurtres racistes. Donc, la photo de gauche, c'est le petit Emile Till, donc un adolescent de 14 ans qui a été abattu par la police. À droite, vous avez le pasteur George Lee. J'ai pas trouvé de photo de Lamar Smith, mais vous avez donc plusieurs personnes comme ça qui ont été abattues soit par des milices blanches, soit par les policiers. Donc, Martin Luther King, il voit un endroit pour commencer le combat pour les Afro-Américains. Le voici donc, pour vous placer sur une carte, là, Montgomery. Pour vous replacer, Jacksonville, la partie du sud, c'est la Floride, là, pour vous replacer un petit peu plus. Donc, il va vraiment militer pour le droit de vote, mais de façon totalement pacifique. C'est vraiment important pour lui, ce côté-là. Je vous fais ici un lien avec Gandhi. Très rapidement parce que le temps file une fois de plus. Gandhi, donc, c'est un Indien d'Inde, un vrai Indien, pas nos Indiens d'Amérique, qui va utiliser le mouvement non violent contre l'oppression britannique, colonialisme. Tiens, j'en parle pas pendant le cours de colonialisme, j'aurais pu inclure l'Inde, je vais vous parler de la Chine entre autres, mais j'ai pas inclus l'Inde, j'aurais pu le faire. Je vais voir au niveau du temps, je manque toujours de temps malheureusement. Mais Gandhi donc va faire un mouvement, c'est des milliers et des millions de personnes qui vont se joindre à Gandhi. C'est des marches, c'est des occupations de lieux publics et de façon totalement non violente. Donc oui, il y a des arrestations, oui, ils se font battre, oui, il y en a qui vont se faire tirer par la police. Là, je vous parle des Britanniques, mais c'est la même réalité pour les Afro-Américains de Martin Luther King aux États-Unis. Ça va être vraiment rester pacifique dans des conditions de même. C'est en soi un acte de courage. Mais ça va finir par porter fruit. Donc Gandhi va être capable, on lui prête le rôle de porte-parole dans la libération de l'Inde face au colonialisme britannique. Et Martin Luther va arriver à ses fins d'une certaine manière également grâce à ce mouvement de non-violence-là, c'est-à-dire qu'il va garder et il va avoir de plus en plus d'appui de soutien populaire grâce à cette non-violence-là. Mais ça demande une force de volonté assez incroyable. Donc, et il n'est pas tout seul, c'est des milliers de personnes qui sont là-dedans. Donc, il va aller en Alabama pour se battre une première fois. Il va y avoir aussi l'affaire de Rosa Parks et des autobus. Ça, j'y reviens dans quelques instants, donc je ne passe pas plus de temps là-dessus. La chose qui va vraiment marquer les esprits avec Martin Luther, c'est la marche sur Washington, parce que après tout ce mouvement donc pour les droits civiques, il va vraiment se battre jusqu'à ce lieu-là, ce moment-là d'envergure, ce moment-là symbolique. On parle là, je vous donne des chiffres juste pour vous donner une idée, là, 250 000 personnes de toutes les ethnies confondues, on n'a pas juste des Afro-Américains, qui vont se réunir le 28 août 1963 face au Lincoln Memorial. Tiens, ceux qui ne sont pas à l'aise avec les États-Unis, le Lincoln Memorial, vous avez probablement vu ça dans des films, les gros blockbusters américains, c'est là plein de fois. Là. Il y a souvent une grande statue en marbre blanc d'un gros bonhomme, d'un grand bonhomme, il n'est pas gros pantoute, qui est assis sur un siège puis qui a un haut chapeau de forme. C'est Lincoln. Je vous rappelle que Lincoln avait un rôle important dans la fin de l'esclavage. Donc, c'est vraiment un lieu hautement symbolique. Et en avant, et donc, il y a cette fameuse place-là avec le grand étang, le grand lac artificiel. Je ne sais pas comment il le nomme autrement. Et il y a l'obélisque à l'autre bout, là, qui est un emprunt à la civilisation égyptienne. Bref, c'est vraiment une place centrale à Washington, D.C. Et c'est vraiment 250 000 personnes. Les médias ne peuvent pas le nier, ne peuvent pas le dire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son fameux discours « I have a dream ». Je ne vous l'ai pas mis encore une fois pour les maudites raisons de YouTube. En classe, je vous le ferai écouter. Marqué dans YouTube « I have a dream ». Tiens, je vous l'ai mis, excusez, je voulais vérifier. Je vous ai mis le lien dans le prédit, vous avez juste à cliquer dessus.
Encore une fois, comme je vous dis, je vous le ferai écouter en classe. Là, si vous ne l'avez pas déjà entendu dans d'autres cours, allez l'écouter. Vous l'avez sous-titré également en français pour ceux qui sont moins à l'aise. C'est vraiment un discours qui est emblématique de la lutte des Afro-Américains. On ne peut pas passer à côté de ce discours-là. Et ça vous montre aussi la prestance et le charisme de Luther King par la même occasion. Donc, c'est vraiment là, encore une fois, je ne referai pas la liste d'épicerie. J'essaie de ne pas vous lire trop les affaires qui sont à l'écran. Vous êtes capable de le faire par vous-même. Euh, Ce qui est intéressant, excusez, là, avant de changer de diapo, je voulais vous faire cette parenthèse-là. En 1964, donc quelques mois après, il va y avoir un sondage auprès de la population new-yorkaise. Donc on n'est pas à Washington, on est à New York. Je vous avais dit que je vous en reparlerai de New York, qui est supposé être un avant-poste des gens qui sont avant-gardistes, qui sont progressistes. Il va y avoir par le New York Times un sondage fait avec la population de New York et il va ressortir que les demandes du mouvement pacifiste de Martin Luther, hein, être traité en tant qu'humain égal aux autres, là, ça va être le sondage est très clair. Les New-Yorkais trouvent qu'il est extrémiste dans ses demandes et que ça n'a pas de sens, que c'est ben trop ce qu'il demande. Fait que même dans les bastions qui sont supposés être pour l'avancée sociale, on se rend compte que finalement, hein, le racisme, il est aussi présent. Martin Luther va aussi recevoir le prix Nobel de la paix pour tous ces combats acharnés qu'il va faire tout au long de sa vie. Il va le recevoir, ça va être le plus jeune récipiendaire du prix Nobel de la paix dans l'histoire des prix Nobel qui ont été donnés pour la paix spécifiquement. Donc, encore une fois, un personnage important, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup de Martin Luther. Sa vie a été un combat pour améliorer le sort des Afro-Américains aux États-Unis. Donc, je reviens finalement à ma diapo. La marche à Washington, regardez c'est quoi les demandes qu'ils faisaient, qui sont considérées donc si extrémistes que ça par les New-Yorkais. Et je vous laisse le prendre en note. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ça, ça va mal finir pour Martin Luther, évidemment, quand on prend la parole, excusez-moi, quand on devient un personnage public, ben, les mécontents s'en prennent à qui? Ils s'en prennent aux figures symboliques, ils s'en prennent moins au commun des mortels. Faut pas dire ici pas, parce que c'est pas vrai. Donc, il va aller à Memphis. Martin Luther va aller à Memphis, au Tennessee, pour un nouveau combat racial. C'est-à-dire que les éboueurs là-bas sont payés une pièce et 70 par jour. Quand il pleut et qu'ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de salaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour les travailleurs blancs. Donc, nouvelle grève, nouveau combat. Martin Luther, il voit une autre occasion d'aller se battre avec eux, donc il va aller là, il va aller se battre. Mais malheureusement, donc vous l'avez vu sur la diapo, il va se faire assassiner. Un coup de revolver, il est sur le balcon d'un motel et il y a une voiture avec des blancs. Je me souviens plus, j'ai perdu cette information-là dans ma cervelle, là, mais je me souviens plus si on a trouvé c'est qui, mais je pense qu'on n'avait pas trouvé c'est qui. Il y a une voiture qui est passée, il y a quelqu'un qui est sorti, qui l'a tiré dans la gorge et ils sont enfuis après. Et il va mourir aussi bêtement que ça, c'est très triste pour un homme de cette qualité-là. Religion, pas religion, là, je parle vraiment du mouvement de libération des Afro-Américains. Et il va vraiment y avoir des révoltes, des soulèvements violents, des manifestations aussi pacifiques des deux, là, au-dessus de 60 villes aux États-Unis suite à ce meurtre-là, parce que, encore une fois, c'est un meurtre racial contre la communauté noire. Et malgré le fait que pendant son vivant, il va réussir à maintenir un mouvement pacifique dès sa mort, ça va redégénérer vers des mouvements violents aussi. J'en profite pour vous nommer le film Selma, S-E-L-M-A, qui est également sur Netflix. C'est la ville de Selma. Selma, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. C'est sur Netflix, ça aussi pour ceux qui ont Netflix, vous y avez accès. C'est un des combats donc de Martin Luther là, qui est représenté dans ce film-là. L'acteur, c'est impressionnant à quel point il lui ressemble pour vrai, mais toute cette dynamique donc, de non-violence-là, le personnage aussi, les débats, hein, parce qu'il y a sa famille, il y a tout le côté je mets ma famille à risque et tout ça. Donc le film est bien fait pour ça, ça représente bien le personnage. Je vous le conseille pour ceux qui ont Netflix. Encore une fois, je vous l'ai dit, le film, c'est une bonne façon de s'instruire de façon un petit peu plus relaxe.
Je vous présente une autre actrice cette fois-là. Hein. Je me suis fait un devoir cette fois-là de ressortir des femmes aussi. Vous allez en avoir une femme, excusez-moi, de plus dans les exposés oraux. Je vous vole pas les punchs, je vous dis pas c'est qui. Ça va être bien intéressant. Je la connais pas beaucoup moi-même, donc j'ai bien hâte de voir ça. Je vous présente moi donc deux femmes. Daisy Lee Gatson Bates. Là c'est très long, je vais l'appeler Daisy ou Madame Bates parce que c'est très long à dire pour le temps qu'il me reste. Encore une fois, je vous fais un portrait général du personnage très rapidement. Daisy Lee va avoir va être très jeune, quelques mois à peine. Sa mère va être violée et assassinée par trois blancs dans son village et son corps va être retrouvé quelques jours après dans un étang proche du village. Encore une fois, c'est atroce. En tout cas, je rentre pas dans les détails. Là. Je trouve ça, les humains sont d'une bassesse. C'est incroyable. Ce qui va faire en sorte que dès sa plus tendre enfance, Daisy va vraiment prendre le mouvement des droits civiques et le mouvement des libertés très à cœur et elle va se battre toute sa vie pour ça. Mais encore une fois, je vous l'avais dit, il y en a plusieurs de ces acteurs-là qui sont justifiés par un historique familial. Je vous ai présenté Malcolm X, là, je vous présente Daisy. Ça explique, mais Daisy va rester dans une optique pacifique. Donc c'est important de le mentionner. Donc, 1941, je vous le remets à l'écran, là, la fondation de l'Arkansas State Press. Elle est journaliste, hein, elle va être journaliste de formation. Elle est vraiment donc dans une optique pour les mouvements de libération des Afro-Américains et elle va le faire par les médias, par le journal. À l'époque, la télé, hein, 1941, la télé commence à avoir le jour, mais les Afro-Américains n'y ont pas encore accès. L'élément déclencheur, si j'ose m'exprimer ainsi, le moment qui va faire en sorte que Daisy va prendre l'avant-plan, c'est qu'on va avoir un père un père noir qui va faire une action juridique contre le gouvernement d'un État, je me souviens plus c'est où, peu importe, je vais vous le dire tout à l'heure, mais que j'aille retrouver dans mes notes. Il va faire un procès en disant je veux envoyer ma fille dans une école secondaire. L'école secondaire refuse parce qu'elle est noire. Selon le 13, 14 et 15e amendement, il n'est plus supposé y avoir de discrimination raciale. Je veux que ma fille aille étudier là parce qu'elle veut devenir telle profession et il faut qu'elle aille dans cette école-là pour y avoir accès. La direction de l'école, elle est raciste, elle refuse. Et donc, ça va vraiment faire les manchettes, ce débat-là, cette mise en accusation-là par le père afro-américain. Et ça va vraiment être un élément rassembleur pour la communauté afro-américaine à ce moment-là. Daisy va aller sur les lieux pour couvrir ça parce qu'elle est journaliste, je vous l'ai dit, et elle va vraiment donc vouloir couvrir cet événement-là qui est significatif à ses yeux. Martin Luther King va d'ailleurs aller faire un tour aussi à ce moment-là pendant ces débats-là qui se passent plus loin que 1941, plus loin dans le temps. Ça va donc être reconnu pour donc en septembre 1957, l'école, excusez-moi, je voulais vérifier que j'étais rendu au bon endroit, l'école Little Rock Central High School, donc qui va refuser l'entrée de 9 étudiants afro-américains, malgré le fait que ça ait été voté par le gouvernement fédéral. Et là, je prends une pause, là, je ferai ça en classe avec vous, là, je le fais vraiment parce que je ne peux pas passer à côté. J'ai tellement hésité à prendre quelle photo. Allez marquer dans Google Little Rock Central High School et regardez les femmes blanches en arrière, principalement celle qui est directement en arrière de notre afro-américaine. Regardez le visage de dégoût, de violence. Regardez l'autre personne qui est à sa droite, qui fixe la caméra avec son espèce de sacoche dans la main. La haine dans les yeux. Mais c'est vraiment celle avec l'espèce de collet en triangle là, qui a vraiment un dégoût brutal. J'ai vraiment hésité, il y a 4-5 photos avec elle en arrière-plan, mais des visages de haine pure. Je sais pas ce que ces gens-là ont vécu pour haïr les autres. Noir, pas noir, je comprends pas la haine du prochain comme ça. C'est incroyable. Allez le voir. Sérieusement, ça va vous prendre 3 secondes d'écart. À la rigueur, copy-paste dans Google. Regardez, faites Google Images, regardez ces images-là. Ça vous donne l'envergure du débat, l'envergure du problème dans la société. Quand vous avez des gens blancs en arrière, ça prend du gosse là, aller dans une école. Quand vous avez ce genre d'accueil-là, ça prend une méchante colonne vertébrale là, pour y aller. Et oui, ce sont les 9 étudiants qui vont subir ça, mais tous les Afro-Américains, dont Daisy, vont subir ça aussi. Ceux qui couvrent l'événement, Martin Luther va en faire partie aussi. Ils sont reçus avec une haine, c'est incroyable.
Je vous fais un résumé très bref, là. Je voulais rentrer dans les détails, je vois encore que le temps file, je le ferai pas. Il y a 9 élèves qui vont donc, suite au procès qui a été intenté par le père, il y a 9 élèves qui ont été acceptés dans cette école-là par le gouvernement fédéral. Ils vont dire on enlève la ségrégation, c'est fini dans les écoles. Les élèves afro-américains ont le droit de fréquenter les mêmes écoles. La Little Rock High School va refuser, ils sont racistes. Le gouverneur de cet État-là va également refuser, il va envoyer la garde nationale, c'est-à-dire c'est des policiers de l'État dans lequel il est, pour empêcher que les Afro-Américains rentrent dans l'école. La tension va monter, vous l'avez vu, la haine dans le regard. Ça va emmener, Martin Luther va demander au président d'intervenir. Le maire de la ville va également, donc Little Rock, va également demander au président Eisenhower d'intervenir parce qu'il dit là, on va avoir des morts et pas juste quelques-uns sur les bras si ça continue comme ça. Donc Eisenhower va envoyer l'armée américaine pour permettre aux Afro-Américains de rentrer dans l'école. Là, vous avez la garde nationale d'un bord qui vous empêchait de rentrer. Vous avez l'armée qui vous escorte pour que vous soyez capable de rentrer dans l'école. C'est ce que vous avez sur l'image que je vous ai présentée. Et vous avez les Blancs hostiles, incroyablement hostiles autour de vous. Imaginez, là, rentrée scolaire, bienvenue parmi nous. Méchant contexte. Là. Fait que, tout ça, c'est incroyable. Daisy Bates va, encore une fois, je ne dirai pas le nom complet, va vraiment à tous les jours publier des articles sur ce sujet-là et elle va vraiment donner une couverture à l'international. Ces articles vont être repris, vont être publiés dans d'autres journaux. C'est vraiment grâce à elle qu'on voit autant on connaît autant sur cet événement-là et finalement, là, au final, les élèves vont pouvoir rentrer et la déségrégation va se faire dans les établissements. Mais c'est vraiment la violence, le niveau de violence et de haine est incroyable. Daisy Lee Gibson va, grâce à ça, remporter une certaine notoriété. Martin Luther va d'ailleurs l'inviter à faire un discours pour la journée de la femme et elle va faire un discours, c'est What's Freedom? C'est quoi la liberté? Je me souviens plus du titre exact, là, mais quelque chose du genre. Donc, c'est une journaliste, elle a une belle plume et donc elle va faire un discours qui est vraiment très beau. Je ne vous l'ai pas mis parce que, encore une fois, c'est une question de temps, mais vous pouvez aller le chercher sur YouTube, il est accessible. C'est dans le même registre, là, c'est la même envergure que le I Have a Dream de Martin Luther. Là, c'est aussi important, ce discours-là de Daisy. Donc, ça va passer tout ça avant de tomber à Rosa. Excusez, je vérifiais si j'avais pas une autre image sur Daisy. Elle va finir donc par rentrer dans le gouvernement au niveau de son État à elle, là, pas au niveau fédéral, mais elle va être impliquée jusqu'à la fin de ses jours pour le mouvement de libération des Afro-Américains. J'arrive à Rosa Parks parce que Rosa Parks, je ne peux pas passer à côté, c'est sûr et certain. Elle est vraiment considérée, puis là, c'est pas mes mots à moi, c'est le Congrès américain qui va la nommer la mère du mouvement des droits civiques. Elle est vraiment reconnue. Là, Rosa Parks, vous en avez entendu parler depuis secondaire 2 probablement. Donc, je fais un résumé encore une fois très rapide. Elle est assise dans les autobus. Je vous ai parlé des lois Jim Crow qui séparent les Blancs des Noirs. On est à Montgomery, en Alabama, encore une fois, le même Montgomery que je vous ai parlé tout à l'heure avec Martin Luther. C'est vraiment la capitale du racisme à cette époque-là. Et elle va s'asseoir dans l'autobus et elle va s'asseoir en avant. Normalement, la section en avant est réservée aux Blancs, la section en arrière est réservée aux Noirs. Donc, quand le conducteur de l'autobus va dire « Hey, tu t'en vas en arrière, laisse la place, il y a un Blanc qui veut s'asseoir, il n'y a plus de siège en avant », elle va dire « Non ». Tout simplement. Et elle va être arrêtée, elle va être enfermée. Il va y avoir attention, il y a des gens avant elle qui l'ont fait. Ils sont allés en prison, ils sont restés incarcérés. Il n'y a personne qui les a aidés. J'exagère, là, je caricature, mais quand même. Rosa Parks le fait à un moment où le timing est bon. Je m'excuse, là, ça a de la salle dit de même pour ceux qui ont été avant et qui n'ont pas eu cette chance-là. Là. Mais il y a des avocats, un blanc, un noir pour commencer, qui va demander à un avocat blanc de prendre la relève. Et l'avocat blanc, je vous l'ai dit, il y a des gens ouverts d'esprit et puis des gens de bonne foi partout. Il va dire oui, c'est vrai, je pense qu'on a une chance de l'aider, Rosa. Et c'est un avocat blanc qui va mener la défense de Rosa Parks. C'est pour ça aussi que ça va se finir comme ça s'est fini, donc elle va être acquittée. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un élément. C'est pas un coup d'éclat, là, elle va pas se battre pendant 40 ans. C'était une couturière, c'était une femme qui avait pas de formation. Là. Pour vous donner une idée, Rosa Parks, elle a réussi à finir son secondaire
en étant mère au foyer, mère et travailleuse, les deux. Elle a fini son secondaire dans son foyer à distance. Pour vous donner une idée, 7% dans les années 1930, parce que c'est dans les années 1930 qu'elle a fini ses études, là, 7% des Afro-Américains finissent leur secondaire. 7%. Je parle pas d'un doctorat, là, je parle des études secondaires. Comment tu veux te sortir de ta misère si tu n'as pas d'études? Tu n'as pas moyen de te défendre, tu le sais même pas quand tu te fais avoir, parce que tu n'es pas capable de lire, tu n'es même pas capable d'écrire. Donc, je finis ça là, mais Rosa Parks, elle a un long combat dans sa vie, mais au niveau public, c'est vraiment cet événement-là. Pourquoi elle fait ça? Elle va avoir plusieurs travaux, donc je vous l'ai dit, elle est couturière, elle est femme de ménage et ainsi de suite, et elle va travailler sur une base militaire. Et sur la base militaire, pour se rendre au travail, elle prend donc l'autobus, et l'autobus, c'est ségrégationné. Donc, il y a une partie blanche, une partie noire. Mais quand elle arrive sur la base militaire, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'information, mais sur cette base militaire-là, les blancs et les noirs sont traités de façon quasi égale, sauf dans la salle à manger. Dans la salle à manger, à l'heure du lunch, il y a vraiment une séparation. Et là, elle se dit, ça n'a pas d'allure. Pourquoi le reste du temps, on nous parle comme il faut, mais sur l'heure du lunch, on devient les Afro-Américains? C'est incohérent. Je vous cite Rosa Parks parce que, encore une fois, j'aime bien prendre ce genre de citation-là. Donc, les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatigué. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains me donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. La seule fatigue que j'avais était celle de céder. Donc, il faut faire attention, j'aime ça faire ce genre de citation-là, surtout quand ça nous vient de la personne elle-même. C'est vraiment, 42 ans, elle n'est pas encore si vieille que ça, même si à votre âge, vous pensez que c'est vieux 42 ans. Elle est pas si vieille que ça, mais c'est vraiment ce coup d'éclat-là qui va faire en sorte que Rosa Parks va arriver sur la scène publique parce que son procès va être médiatisé et le résultat va avoir des conséquences très importantes. C'est la fin de la ségrégation dans les autobus grâce à elle. Donc il va y avoir un mouvement de boycott. Les Noirs, les Afro-Américains vont refuser d'utiliser les services publics et Martin Luther va embarquer là-dedans aussi. C'est quand même une très grande majorité des gens qui utilisaient les transports publics à l'époque. On n'avait pas notre propre auto, donc c'est vraiment des gros revenus que la compagnie perdait et ainsi de suite. Il y a eu ensuite le procès avec les journaux qui relataient l'information et tout ça. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus la ségrégation après. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi importante, même si c'est un fait marquant. Après, elle va continuer à travailler comme femme de ménage et ainsi de suite. Elle va aller à Détroit, au Michigan. Elle va embarquer ensuite dans le cabinet d'un Afro-Américain qui fait de la politique pour défendre les droits des Noirs, mais elle-même ne sera jamais à l'avant-plan comme Daisy Lee peut l'avoir été, ou Martin Luther ou Malcolm X. Elle va vraiment faire ce coup d'éclat-là qui va la mettre sur la map, mais je ne diminue pas du tout l'importance de son coup d'éclat. C'est vrai que c'est fatigant de céder de temps en temps. C'est important de se soulever pour des choses qui comptent pour nous. J'essaye de ne pas m'éterniser, mais c'est très difficile parce que c'est très intéressant comme sujet. Il y en a beaucoup. Je vous ai mis ici les différentes associations, les différents regroupements donc, qui ont été passés à travers le temps et qui sont apparus. Donc le National Association for the Advancement of Colored People, c'est le sigle en haut à gauche, le bleu. Là. Ensuite, on a le Student Non-Violent Coordination Committee qui est celui au milieu. Ce sont vraiment... je vous lirai pas tout ça, puis je vous lirai pas les lois. Je vous demande de faire pause puis de les lire. Parce que oui, normalement, je vous en parlerai. Là, je ne veux pas vous lire ce qui est à l'écran. Je trouve ça plate. Et en classe, je vous les aurais présentés pour qu'on en jase ensemble. Là, je ne peux pas le faire, donc c'est pas intéressant de vous lire une liste d'épicerie. Ce sont des organismes, oui, les Noirs, les Afro-Américains vont s'organiser pour se défendre. Le Student Non-Violent Association, c'est vraiment donc l'association étudiante non-violente, c'est vraiment le mouvement étudiant qui correspond à Martin Luther, ils vont s'organiser en fonction de tout ça. Et l'autre, quand même, le NAACP, là, je ne redirai pas le nom au complet en anglais, des fois ça sort bien, c'était pas si pire. Des fois ça sort mal, je ne pousserai pas ma loc. Et c'est 1909, donc ça fait quand même très longtemps, là, ça fait au-dessus de 100 ans que ça existe, mais c'est des associations qui défendent encore les droits des Afro-Américains. Aujourd'hui, ce sont des associations qui existent aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que vous l'avez vu à droite complètement, j'ai mon Black Lives Matter. Là, je rentre pas dans le All Lives Matters, Black Lives Matters, et ainsi de suite. Je vais faire la même chose. J'avais vu un meme qui disait ça, un meme, excusez-moi, là, ceux qui sont pointilleux là-dessus, qui disait ça. Il disait
dans les océans, tous les océans sont en voie de péril en ce moment à cause de l'activité humaine. On est en train de détruire notre écosystème. On en parlera au dernier cours de ça. Mais quand tu vois un mouvement qui dit sauvons les baleines, tu ne dis pas non, sauvons pas les baleines, sauvons tous les océans. C'est pas parce qu'on te dit on porte l'attention sur une espèce en particulier qui a besoin particulièrement d'attention, tu t'offusques pas parce qu'on laisse de côté les autres. C'est le même principe avec Black Lives Matter. Ceux qui disent All Lives Matters, oui c'est vrai, mais c'est de l'hypocrisie. Le Black Lives Matter, c'est vraiment, donc pour ceux qui sont moins à l'aise en anglais, les vies noires des Noirs sont importantes. C'est vraiment le problème systémique, et je pense que depuis deux cours, je vous l'ai bien fait ressortir, c'est face aux Noirs. Les policiers, encore aujourd'hui, encore en 2020-2021, il y a des Noirs qui sont abattus, il y a de la violence policière, il y a de la violence, vous avez probablement vu aussi les manifestations, les gens se tapent dessus à coups de poing sur la gueule, vous me permettez l'expression parce que c'est littéralement ça, vous l'avez vu ces derniers mois, c'est pas fini, c'est encore bien présent, mais là vous comprenez peut-être un petit peu plus pourquoi, avec cette histoire de longue date de 200-250 ans qui existe, minimum, qui existe, l'esclavage, on peut remonter jusqu'au début des années 1700, même quasiment 1600. Fait que c'est vraiment, c'est ancré dans la société américaine. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement-là. Et c'est pour vous dire que c'est encore actuel d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi les lois, là, des actes qui vont vraiment au niveau légal mettre fin à l'esclavagisme, pas à l'esclavagisme, au ségrégationnisme, excusez-moi, qui vont le mettre concrètement pour vrai dans les lois fin à ça, que ce soit couleur de peau, religion et autres, là, mentalité, tout ça. C'est vrai que dans les lois, ça a été mis fin, mais encore une fois, je vous ai fait de la nuance avec le 13e amendement, hein, fin de l'esclavagisme, mais on leur donne pas rien pour les aider à repartir du bon pied. Ben, c'est un peu ça encore aujourd'hui. Oui, oui, on a libéré les Afro-Américains. Théoriquement, il n'y a plus de discrédit au niveau systémique, mais de façon historique, ils ont hérité des quartiers les plus pauvres, du plus bas taux d'éducation, de ci, de ça. Fait ils ne sont pas capables de s'en sortir parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Donc encore une fois, je me répète, mais ça, je vous le mets là parce que je ne veux pas faire la liste d'épicerie. Je finis avec George Floyd, hein, parce que c'est peut-être l'événement le plus près de nous qui me permet de conclure d'une certaine façon ce portrait général, là, parce que ça aussi, là, on pourrait faire un cours complet d'une session sur ce mouvement des États-Unis. L'histoire des États-Unis est très riche. Je le donne d'ailleurs ailleurs. George Floyd, c'est juste l'exemple récent que je peux vous donner. Je vous l'ai montré, les lynchages et ainsi de suite. C'est une histoire de très longue date. George Floyd, je voulais vous le mentionner parce que il est mort dans une arrestation policière. Même chose que Huey, que je vous ai montré avec la campagne de Huey. Lui, il n'est pas mort, là, mais vous comprenez le principe. C'est vraiment c'est incroyable à quel point ça n'a pas évolué ou à peu près pas évolué depuis ce temps-là. Il me reste une dernière bulle parce que, comme je vous ai dit, j'essaie de faire ça plus court. Je vous ai mis le lien en haut si vous voulez aller cliquer sur l'article au complet. Mais regardez, donc le gros titre, hein, I'm just getting cornered by 30 to 40 peoples. A Trump mob in Los Angeles attacked a black woman as same day as US Capitol terror. Donc, je vous avais dit, hein, je vous l'avais promis. Je voulais finir avec ça, hein, revenir jusqu'à aujourd'hui avec Trump. C'est pas pour rien que j'ai mis Trump avec le KKK. La thèse raciste, elle est omniprésente dans le discours de Trump. Là, il est vraiment un gros stéréotype. Il était, il l'est encore, mais il est plus aussi significatif. Il est vraiment un gros stéréotype dans tous ses discours et le discours racial est aussi très important. Je ramène aussi le drapeau des Confédérés, hein, le drapeau rouge avec la croix au milieu avec les étoiles qui sont sur la croix bleue. C'est le drapeau des Confédérés, c'est le drapeau des supporters de Trump dans cet article-là. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise en anglais, hein, c'est une femme noire qui a été... pendant une manifestation à Los Angeles, deux supporters de Trump, pendant qu'il se passait à Washington l'événement sur le Capitole. Donc, si vous n'êtes pas au courant, là, il y a des gens qui sont rentrés saccager le Capitole, des supporters de Trump, parce qu'ils disaient qu'il y avait une fraude pendant l'élection, hein, parce qu'ils ne refusaient pas d'avoir été battus parce qu'il n'est pas bon. Opinion personnelle.
à Los Angeles, donc à l'autre bout du pays complètement, il y avait des manifestations pour supporter Trump également. Il y a des idiots partout. Donc, il y a une femme noire qui s'est rendue compte, là, je vous fais un résumé de l'article, qui s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle se promenait dans la rue, elle revenait de s'acheter un café, je pense. Elle s'est rendue compte qu'elle était la seule noire, puis il y a eu 30-40 personnes qui se sont mis à l'attaquer, à lui tirer les cheveux, à lui arracher des cheveux parce qu'elle avait des dreads, parce que les cheveux crépus des noirs, mon Dieu, que c'est insultant pour des blancs apparemment. Finalement, c'est un monsieur blanc qui, lui aussi, il se promenait sur la rue. Il l'a pris dans ses bras de force et les gens pensaient qu'il allait les aider à la retenir. Mais lui, il a sacré son camp. Je m'excuserai le sacre, c'est le premier sacre. J'essaie de ne pas sacrer d'habitude dans les cours. Là. Mais il est parti avec elle dans les bras puis il l'a sauvé littéralement là, parce que ça allait être un lynchage. Ça, c'est un lynchage. Là. On prend quelqu'un sur la rue, on le tabasse et ça aurait peut-être fini par un meurtre là, de groupe. Donc, vous le voyez, encore une fois, je vous avais dit, là, je vous avais promis que je finirais avec quelque chose d'actuel. On ne le fait pas normalement en histoire, là, ça c'est de l'extra, là, mais c'est pour vous dire que tous ces problèmes que vous pouvez peut-être voir dans les médias qui sont actuels aux États-Unis, ils ont des racines qui sont centenaires et ils s'en sortiront pas rapidement de ça parce que c'est tellement ancré, les gens évoluent tellement peu rapidement malgré les avancées technologiques qu'on peut avoir. C'est assez incroyable. Donc, je finis ça là aujourd'hui. J'espère que je regarde plus le temps sur la caméra. J'ai peur d'avoir été trop long encore une fois. Tout le bout sur le Ku Klux Klan, donc vous l'aurez pendant les exposés oraux. Je vous rappelle, revenez au début de la capsule pour les avertissements. Je vous les ai fait clairement à ce moment-là. Je vous remercie une fois de plus de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.